Aujourd'hui, je reçois Ézéchiel. Il a été certifié Calliope, il a même vendu des formations avec le CPF et il a décidé de tout arrêter. On va voir pourquoi, on va voir si c'est une bonne stratégie aujourd'hui, mais aussi on va voir comment il trouve ses clients. Ses meilleures techniques de vente, parce qu'Ézéchiel est un expert en vente et il forme sur la vente. On va voir aussi l'importance du développement personnel dans sa vie et comment il utilise l'intelligence artificielle dans son business. Alors Ézéchiel, j'attaque tout de suite avec une question. On rentre dans le vif du sujet. Pourquoi tu as décidé d'arrêter Calliope et le CPF? Oui, exactement. Depuis, maintenant, le début d'année, en fait. Mes derniers clients, je les ai eus en 2000, donc là, on est en 2026. C'est en 2025 que j'ai eu mes derniers, clients, CPF. Donc moi, j'avais eu Calliope vraiment pour avoir le CPF et puis j'ai décidé, d'arrêter effectivement pour des, contraintes d'administration vraiment. L'administration et rapport temps administration, temps argent où, j'ai trouvé que c'était pas optimum, pour ma part en tout cas. Même si au départ, ça a été vraiment un accélérateur. On pourra y revenir, plus en détail si tu veux. Oui, Heu, on va revenir sur le sujet un peu plus après, mais une autre question avant, c'est est-ce que tu gagnes mieux ta vie maintenant, sans les financements ou pas? je suis, je suis, ISOCO on va dire, maintenant, actuellement. Maintenant, c'est sûr que l'année dernière, si on prend un parce que maintenant on va dire que je commence à avoir une audience, sur LinkedIn qui me permet d'avoir, comment dire? Des leads entrants et je vais également chercher mes leads quand même, hein. Mais ça me permet d'avoir des leads qui me permettent d'avoir un chiffre d'affaires. Mais c'est sûr que l'année dernière, si tu m'avais posé cette même question, je t'aurais répondu que pas du tout puisque, à un moment, le CPF, ça représentait 70 de mon chiffre d'affaires. Ouais, d'accord. Et quand j'ai vu au final, que je vendais trop en CPF, je me suis dit: «Attention, va peut-être, rééquilibrer les choses». J'ai rééquilibré les choses et puis après j'ai vu qu'en termes d'administratif, c'était un peu, redondant. J'ai vu également, moi, de mon côté, que la vente, du coup, était moins sexy puisque j'avais des taux de closing hors normes avec le CPF. Et donc du coup, je me suis dit: «Bah tiens», j'avais peur en fait de me reposer sur, mes lauriers avec le CPF et que du coup, ça devienne trop facile et que je perde en termes de skills sur le closing. Des objections en fait qui vont pas revenir, naturellement puisqu'avec le CPF, il y a quand même pas mal de choses qui sont éliminées et donc du coup, toutes ces raisons-là, plus l'administratif, m'a fait dire que attention, plus ça va et plus je vais re-augmenter le curseur du financement personnel contre le financement, CPF et aussi l'engagement, des participants Ah ok, et ouais, je vois. et ça, c'est très important, la notion d'investissement qu'on va mettre dans un accompagnement vs les résultats qu'on va avoir. Tout à fait. Plus on Ça, c'est investit dans un accompagnement, plus on se sent investi soi-même. Donc plus on va être motivé, plus on va faire d'efforts, plus il va y avoir de résultats. Et en effet, avec le CPF, si c'est tout gratuit, l'investissement personnel est minimisé et les efforts aussi, donc les résultats potentiellement aussi. C'est exactement ça. Et en fait, ça, je l'ai vraiment remarqué où dans la notion d'investissement qu'une personne va prendre dans un accompagnement, dans une formation, elle est très importante parce qu'il faut que ça soit l'investissement soit assez entre guillemets challengeant pour que la personne se dise ah ouais là vu le montant que j'investis bah, va falloir que je me voilà, sorte un peu les doigts entre guillemets, et que j'y aille quoi pour avoir des résultats. VS, faut pas non plus que ça soit complètement délirant parce que si c'est complètement délirant, la personne va être stressée au possible et va avoir tendance à vouloir que tu le sauves en fait. Tu vois, tu vas pas être un accompagnateur, tu vas être un sauveur. Et Mm, ça, on mm. veut pas non plus être un sauveur parce qu'on n'a pas des obligations de résultats, on a des obligations de moyens. Et donc ça, c'est la fourchette est très importante. Je sais pas ce que tu en penses, mais cet équilibre est très important. Et ça, je l'ai remarqué en fait avec le CPF aussi, que le fait que les personnes mettent que 100 balles euh, pour avoir une formation où d'autres payent 3 ou 4 000 euros, et bah, forcément que les résultats ou les efforts étaient pas du tout les mêmes. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et tu vois, moi, je le vis aussi au niveau perso. Dans des accompagnements que j'ai suivis, des masterminds auxquels j'ai participé. Là, je fais un accompagnement, tu vois, où je paye 1500 € par mois sur 3 mois. Ça fait une belle somme. Et je peux te dire que mon investissement personnel est très, très fort.
et je sais que je vais atteindre les résultats et les objectifs que je recherche parce que il y a cet investissement financier, mais qui est en lien avec l'investissement personnel que je vais fournir. Bien sûr. Donc, Bah oui. ça joue énormément, ouais, tout à fait. Mm. Alors, restez bien jusqu'au bout si vous voulez voir un peu plus dans le détail Calliope, CPF, comment Ézéchiel a abordé tout ça. Mm. On va maintenant parler un peu de toi, Ézéchiel. Est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, où tu vis, c'est quoi ta vie? Ok. Alors, Ézéchiel Simon, 32 ans, solopreneur. Je vis, j'aide les solopreneurs à vendre leur offre high ticket ou leur expertise sur Internet, notamment sur LinkedIn, puisque maintenant, ça fait 2 ans que je suis dessus à plein temps. Et aussi, je vais aider les personnes qui veulent devenir commerciales à trouver un job de commercial. Donc, je vais revoir leur CV, les préparer aux entretiens d'embauche. Je vais leur trouver, je vais les aider à trouver une entreprise et ensuite, je vais mettre tous les moyens en œuvre pour qu'ils restent dans cette entreprise et qu'ils valident leur période d'essai. Donc, ça, c'est entre guillemets, ma deuxième cible, on va dire, donc les commerciaux. Et où je vis actuellement au Japon. Ça fait 3 ans maintenant que je vis au Japon. Donc avant, j'étais salarié dans une boîte japonaise où je vendais des photocopieurs. Et j'ai décidé de tout plaquer parce que j'ai découvert le Japon pendant des vacances, pendant 3 semaines au mois d'août. Et arrivé au Japon, je dis, waouh, faut que je vive ici au moins un an dans ma vie. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé un plan et puis je suis parti après. Ok, alors toujours ça, c'est très intéressant. Tu étais salarié, tu as décidé de te lancer à ton compte. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une transition? Est-ce que ça a été brutal? Alors, non, il y a eu une transition quand même. Puisqu'en fait, j'ai découvert le Japon, ça devait être quand j'avais 25 ans. C'est à ce moment-là, en fait, la première fois où je suis arrivé au Japon, je me suis dit, j'ai envie de vivre au Japon. Et j'étais à 2 doigts d'appeler mon boss et de lui dire, je suis désolé, Benjamin, mais je reste au Japon finalement et je reviens plus en France. Mais en fait, je venais d'être promu responsable régional, du département ou de la région Bretagne. Et je me suis dit, je ne peux pas lui mettre un coup de couteau dans le dos comme ça. Donc, je reste dans la région Bretagne. Je refais exactement ce qu'on a fait dans la région Loire-Atlantique, c'est-à-dire développer le chiffre d'affaires, récupérer les clients existants qui n'avaient pas été suivis pendant des années. Mais une fois que cette mission est faite, une fois qu'on a les commerciaux en place, je pars. Et donc, c'est comme ça que cette transition s'est faite. Et il y a aussi la question financière, où je gagnais quand même très, très bien ma vie en tant que commercial là-bas. Simple, la dernière année, je tournais entre 7 et 10 000 euros euh, Par là-bas, mois? sachant par mois. Ouais, C'est c'est entre 7 et 10 000. un beau salaire, Ouais, ouais. sachant que tu ne payes pas tes restos, tu ne payes pas ton essence, tu ne payes pas ta voiture, tu ne payes pas les assurances. Donc, vraiment, c'est quasiment 7 000 10 000 euros dans ta poche. Tu n'as pas l'URSSAF. Donc, donc, c'était une situation très confortable. Et j'ai quand même décidé de me dire, OK, avant de partir, avant de me lancer, je mets un pécule de côté. C'est comme ça que s'est faite la transition, quoi. Ok, je, je fais une petite pause. C'est avec ton PC là, ça bouge un peu la caméra. Ah, OK. Tu vois, je sais pas si c'est une table qui bouge un peu ou pas, je sais pas. Là, ça bouge. Ouais, 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 ouais. Ah, bon, je vais éviter de la toucher. Ok. Euh, ok, donc tu as eu cette. Alors, j'aimerais bien comprendre encore un petit peu mieux, moi, parce que du coup, tu avais mis de l'argent de côté en te disant, ok, je vais me lancer à mon compte. Mm, mm. Est-ce que tu savais déjà ce que tu allais faire? Est-ce que tu avais déjà commencé à préparer un plan en disant, OK, voilà ce que je vais vendre, voilà les clients que je vais aller chercher, voilà mon expertise. Non. D'ailleurs, Tu as pour la sauté petite. dans le grand bain comme ça. Ouais. Non, parce que je savais, on appelle ça un peu l'appel de l'âme, et on va voir ça dans le dev perso. Enfin, je voulais parler du dev perso un peu plus tard dans la vidéo, ce sera très important. Mais c'était vraiment au fond de moi, quoi. Je me suis dit, c'est pas ma vie. J'ai envie de voyager, j'ai envie de voir autre chose. Ça faisait 10 ans que je travaillais là, pour le coup comme un Japonais dans la vente, le porte-à-porte, les HLM. J'ai fait ça pendant 10 ans. Et là, je me suis dit, c'est plus possible, j'ai envie de partir. Et donc, je me suis juste dit, OK, je crois que c'est 20 000 euros que je m'étais mis en objectif. Tu as 20 000 euros, les 20 000 euros, ils vont te faire un an. Tu as un an pour trouver une solution, pour trouver un business rentable pour la suite, pour pouvoir continuer de vivre où tu veux, en fait. Et j'avais aucun plan.
D'ailleurs, j'ai fait du coup plein d'erreurs sur l'aspect entrepreneurial. Et, mais non, non, j'avais aucun plan. J'ai démissionné, je suis parti. Je voulais partir au Japon, les frontières étaient fermées. Donc au final, j'ai fait pendant un an, toute mon année où je devais la vivre au Japon, je l'ai fait 6 mois au Mexique, j'ai fait 6 mois à Bali, après j'ai fait 1 mois et demi en Inde, dans un ashram. Enfin bref, ma vie est partie complètement en live total pendant un an. Et c'est après, quand je suis rentré en France, où bah, bosser quand même, ça me manquait. Et j'ai commencé à former des amis à moi ou des commerciaux d'amis à moi dans des entreprises. Et c'est eux qui m'ont dit, en fait, ils m'ont dit, putain, mais tes techniques de vente, ta méthodo ultra carrée et tout, elle est propre, faut que tu crées une formation là-dessus. Et en fait, c'est eux qui m'ont donné l'idée de dire, bah tiens, pourquoi je ne montrerais pas une entreprise pour aider les commerciaux. Et c'était ça ma première cible, aider les commerciaux ambitieux à faire plus de chiffre d'affaires. Mais ça n'a pas du tout, enfin, ça s'est pas du tout passé comme prévu. D'accord. Ok, je vois. Donc, tes premiers clients, ça a été en fait tes amis ou des relations qui t'ont incité à créer ta boîte. Oui, en fait, je leur disais: «Oui, j'ai du temps à perdre» entre guillemets, je m'ennuie un petit peu, donc si vous voulez, bah, vous m'envoyez vos commerciaux et moi je les forme, parce que ça me faisait juste plaisir en fait de former les gens, et puis la vente me manquait un petit peu, voire me manquait, donc je me suis dit: «Bah tiens, pourquoi pas former des jeunes commerciaux, dans les entreprises», et donc j'ai commencé à former soit des amis ou soit, ouais, des commerciaux d'amis à moi qui étaient, directeur commercial France ou, responsable régional. Et c'est eux, en fait, qui m'ont dit: «Bah, tiens, les gars, ils ont adoré ta formation, tu devrais en monter une boîte», et donc c'est ce que j'ai fait. Bah, j'en profite pour glisser que tu m'as accompagné aussi sur la partie vente. Oui, Tu m'as aidé à m'améliorer dans mes entretiens de vente avec tes techniques que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié d'ailleurs, puisque d'ailleurs, maintenant on est resté, on est potes. c'est vrai, on est resté en contact. C'est souvent au téléphone. Ouais, bah, une fois par semaine. Donc voilà, ceux qui nous écoutent, si jamais vous voulez améliorer vos taux de closing, hein, moi je suis passé de 37% à, j'ai regardé là, hier, je suis à 50% de closing maintenant. Mmh. Donc si vous voulez améliorer vos taux de closing, bah, vous savez à qui faire appel. Il est très Attends, c'est doué. en 1 mois, je me souviens. En un mois, ouais, j'avais pris Ouais, déjà. une formule accélérée qui n'existait pas. Oui. Mais je me suis dit, pour te «closer» entre guillemets, fallait que j'adapte la formule. C'est ça, c'est ça. Ok, alors maintenant on va regarder comment tu as structuré ton business, pourquoi il fonctionne. Ouais. Donc aujourd'hui, ça ressemble à quoi concrètement? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi Alors, ton offre? j'ai 2 offres actuellement. J'ai une offre, alors formation, accompagnement. Formation parce que j'ai un système, les personnes rentrent dans mon accompagnement, il va avoir un Notion structuré. Dans ce Notion-là, ils vont avoir toutes des étapes, en fait, des étapes à respecter pour, soit, vendre de leur expertise sur LinkedIn. Donc on va revoir, le positionnement. Après, on va revoir, leur offre, si leur offre est alignée. Ensuite, on va aller voir, comment créer du contenu. Ensuite, on va aller voir comment prospecter sur LinkedIn, le setting. Ensuite, on va aller voir la phase de, bah, closing, comment on présente son offre de A à Z, du R1 au R2. Et ensuite aussi la partie, où on va pouvoir déléguer certaines tâches quand on va commencer à générer du chiffre d'affaires. C'est comme ça que ça, c'est vraiment ma première offre. Et ensuite, j'ai une offre plus coaching one-to-one, où là, ça va être vraiment, les personnes vont venir, j'ai une problématique, et pendant 1 heure ou sur, je sais pas moi, 3 heures, heu, divisé en 1 heure à chaque fois, bah, je vais répondre à leurs problématiques ou alors analyser leur call de vente, et cetera, et cetera. D'accord, oui, parce que moi, l'accompagnement que j'avais suivi avec toi, il y avait une partie e-learning sur les méthodes de vente, Oui, tout ce qu'il faut connaître en partie théorique sur la structure d'un entretien de vente, le besoin psychologique du client, du prospect, comment l'aider à verbaliser, à comprendre aussi ses douleurs, les conséquences que ça a dans sa vie. Euh, et là, tu me parles maintenant, donc ça, c'est ta nouvelle offre, en fait, c'est ça, où il y a un côté aussi marketing et recherche de prospects? oui. En fait, je me suis rendu compte que, moi, j'aidais vraiment les personnes sur l'expertise vente. Alors, en fait, je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Si j'ai des commerciaux en face de moi, ou des fois j'ai même des closers,
bah là, on va vraiment rentrer dans l'aspect technique de la vente. Là, on va vraiment travailler des sujets très spécifiques de la vente, la psychologie humaine, la psychologie, l'effet de valeur, de peur, répondre à des objections très précises, comment vraiment conditionner son prospect de A à Z, etc., etc. Mais ça va être vraiment une offre pour les closers commerciaux. Et après, j'ai une offre pour les solopreneurs parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est les personnes avec qui j'aime le plus échanger, en fait. Et Mhm. je me suis rendu compte qu'au départ, ces personnes-là, bah, par exemple, comme toi, je les ai accompagnés que sur la partie vente, mais les trois quarts des personnes, en parlant avec eux, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient une grosse problématique aussi sur comment générer des leads et Ouais, la peur de prospecter. En fait, ouais, ils avaient peur de prospecter et je me disais, bah putain, c'est con, parce que je ne peux pas présenter mon offre ou proposer mon offre de comment vendre leur solution s'ils n'ont personne en rendez-vous. Donc, c'est comme ça que j'ai modifié mon offre et je me suis dit, bah tiens, il y a aussi un besoin de bah, comment aller prospecter, comment aller chercher le lead et l'emmener en rendez-vous. Et donc, je l'ai inclus dans mon offre et c'est comme ça que j'ai modifié mon offre au fil du temps. Et d'où l'importance, en fait, de tout le temps continuer à parler avec les personnes. Je ne sais pas si tu le fais, hein, mais moi, je trouve ça super important de continuer de parler avec les gens sur LinkedIn ou n'importe où, en fait, et de leur poser des questions vraiment désintéressées sur, OK, c'est quoi tes blocages actuels? Parce que c'est ça, en fait, qui va continuellement construire ton offre. tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Le fait d'échanger avec sa cible permet d'avoir la réalité du terrain, les retours, les problèmes, les besoins. Et comme tu dis, ça évolue au fur et à mesure des années. Et on peut pas avoir, enfin, je pense pas qu'on puisse avoir une offre fixe qui bouge pas pendant 10 ans. Mm. L'offre, elle doit répondre aux problèmes de notre cible, mais le problème, il évolue avec bah, tous les nouveaux outils qui existent, les réseaux sociaux, les façons de trouver des leads. Et moi, je vois la même chose aussi dans les clients que j'accompagne. Il y a une grosse problématique, c'est de comment trouver des clients, en fait. Oui. Ah, ça, Parce c'est vrai. que quand on se lance, je sais pas si tu es par là, si tu passé par là aussi, mais quand on se lance, on se dit, bah ok, je fais un site internet et puis après, bah, j'attends que le téléphone sonne. Je fais une plaquette commerciale aussi. Comment? Et je fais une plaquette commerciale Ouais, ouais, ouais. Et des cartes de visite. et Oh, des cartes de visite. attends, il y a une promo, si j'en commande 1000 d'un coup, ouais, j'en prends 1000, hein. Alors que ça, J'en ai encore 900 dans mon tiroir. ah, tu vois, tu as tout résumé. C'est vraiment des trucs qui servent à rien, à part te rassurer. Après, je ne vais pas dire le contraire, je l'ai fait. Tu vois. Quand j'ai Mm. commencé, au départ, j'avais mon réseau. Mais une fois que mon réseau s'est essoufflé, je me suis dit, putain, mais comment je vais faire pour trouver des clients? Et là, je me suis dit, oh, bah, je vais créer un site internet. Alors là, bah, tu t'installes dans un petit café, puis tu fais ton petit Canva ou ton petit Wix, ou tu vois. Et là, tu es tout content parce que tu crées ton site internet et tu te rassures en te disant, ah, mon site internet est bientôt prêt. Et puis après ton site internet, tu dis, ah, bah, faut que je fasse ma carte de visite. Puis après ta carte de visite, tu dis, ah, bah, faut que je finisse ma plaquette commerciale. En fait, tu dis, bah, faut que tout soit parfait avant de me lancer. Alors que Ouais, c'est tout l'inverse qu'il faut c'est faire. tout l'inverse, exactement. Faut pas aller dépenser son temps, son argent, son énergie sur des choses qui sont, moi j'appelle ça futiles au départ, parce que ça t'amène pas de clients. Mm. Vaut mieux aller se dire, OK, qui est ma cible? Qui est-ce que je cible? Quels problèmes ils ont et à quels problèmes je réponds? Et je vais aller contacter ces personnes-là. Et je discute avec elles. Et c'est vraiment la première chose qui, même avant de construire, euh, il faut même pas construire son offre en fait. En fait, ton offre, tu la construis après avoir parlé avec des gens. C'est ça. Parce que là, C'est par exemple, oui, vas-y, dis-moi. c'est eux qui vont t'aider à la construire, en fait. Exactement. C'est exactement ça. Il ne faut pas perdre de temps en disant, ah bah tiens, je pense ça. Donc forcément, bah, ce que je pense est vrai. Et donc, je vais créer mon offre par rapport aux problèmes que j'ai eu, par exemple. Et là, tu vas mettre 1000 ans à créer ton offre. Et puis, tu vas aller parler aux gens. Et puis, les gens vont te dire, en fait, bah, ton offre, on n'en veut pas parce qu'elle est nulle, parce qu'elle ne répond pas à notre douleur. Et là, Ouais. tu es comme un con parce que tu as passé 3 semaines à mois à créer quelque chose qui va servir à rien. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est vraiment parle aux gens, pose-leur des questions sur leurs douleurs, leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Et c'est grâce à eux, en fait, que tu vas créer ton offre. Moi, je le vois beaucoup dans les formateurs que j'accompagne aussi. Il y en a la majorité, ils se disent, bon, il faut d'abord que je crée ma formation. Mm. Donc, je crée une formation de, je sais pas moi, de 2 semaines sur telle thématique. Et donc, les gens, pof, ils s'enferment chez eux pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ils créent la formation. Et là, ils disent, OK, là, j'ai la formation parfaite. Mais ils l'ont créée tout seul avec
leur perception du besoin d'un client, mais qui reste leur perception, pas forcément connecté aux besoins réels du client. Et du coup, ils se retrouvent après avec ça à vendre et ils n'arrivent pas à la vendre parce que ils ont oublié plein de critères importants. Typiquement, j'en ai eu un l'autre jour, il veut vendre des formations à des médecins et il veut vendre des formations de 5 jours. Et là, j'ai dit tout de suite, mais ça ne marchera pas. Il me dit, bah pourquoi? J'ai dit, parce que les médecins, ils ne peuvent pas prendre 5 jours d'affilée pour se former. Donc, ta formation que tu as écrite de A à Z, bah, tu peux la mettre à la poubelle. Euh, il faut que tu la recadres. Un médecin, il peut prendre une journée, pas 5. Donc, il faut que tu refasses une formation d'une journée. Il faut que tu prennes ce critère en compte parce que sinon, tu ne la vendras jamais. Et tu fais une formation d'une journée. Le médecin, il suit la formation. Tu la fais bien, évidemment. Et à la fin, tu peux faire un peu de teasing en disant, là, on a fait le niveau 1. J'ai une formation d'une autre journée, c'est le niveau 2. Est-ce que ça te dit, dans 2-3 mois, on fait le niveau 2. Et du coup, tu vas la découper. Mais au moins, là, tu vas pouvoir la vendre. Donc, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Et en effet, il ne faut pas faire sa formation dès le départ comme elle est dans la tête. Il faut tout de suite, il faut vendre la peau de l'ours avant de le tuer. En fait, c'est ça. C'est un commercial qui m'avait dit ça une fois. Non, François, il faut vendre la peau de l'ours avant de le tuer. Je dis, mais n'importe quoi. L'adage, il ne dit pas ça, il dit le contraire. Il dit, non, non, François. D'abord, on vend la peau de l'ours. Une fois qu'elle est vendue, OK, on va chercher l'ours. Et là, c'est pareil. Quand on se lance dans le business, dans la formation, il faut d'abord essayer d'aller vendre son offre. Et si on a un client qui est intéressé, qui la prend, on dit, bah OK, on fait la formation dans 2 semaines. Et ça te laisse 2 semaines pour écrire la formation. Et en plus, en discutant avec le prospect, tu lui diras, qu'est-ce que tu veux voir exactement? C'est quoi le problème de tes équipes? Je peux discuter avec eux. Et c'est eux qui vont te dire, moi, je voudrais voir ça, 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 ça et ça. Donc, en fait, c'est eux qui vont construire ta formation, le scénario pédagogique, et toi, tu as juste à écrire les séquences. Exact. En fait, c'est vraiment confronter ton idée. C'est même pas en fait ton offre, c'est confronter ton idée au marché directement. Ok, j'ai une idée, bah, je vais directement poser des questions à des personnes. Je pense que mon idée va aider telle ou telle cible. Je parle à cette cible-là. Qu'est-ce qu'elle me dit? Et si je vois que cette cible-là est intéressée et qu'elle me dit, bah ouais, je suis chaud pour avoir une offre, tu vas lui présenter une pseudo-offre qui n'existe pas. Mmh. Tu lui vends et tu te dis, ok, bah maintenant que je lui ai vendu, j'ai une semaine pour la faire. Ouais, c'est ça. Si demain, je devais recréer un business, c'est exactement comme ça que je ferais. Ouais. Alors que c'est l'inverse que j'ai fait il y a 3 ans quand je me suis lancé, tu vois. Moi aussi, j'ai même Donc, créé des formations que j'ai jamais vendues. voilà, c'est terrible. Donc, vraiment confronter en fait son idée au marché, c'est le plus important. Mais c'est ce qui fait le plus peur aux gens aussi. Ouais, oui, oui, parce que ça fait vraiment sortir de la zone de confort. C'est une étape qui est très difficile. Prendre des portes, les refus, tout ça. Pour Ouais. beaucoup de personnes, là, tu vois, j'ai été content, franchement, d'avoir fait pendant 10 ans du porte-à-porte, du phoning, tu vois, parce que cette réalité de l'échec, j'en avais pas peur. Mais en fait, maintenant que j'accompagne des gens, je me rends compte vraiment que des fois, il faut que je les pousse pour leur dire, OK, en fait, on ne se revoit pas tant que tu n'as pas envoyé ces X messages pour qu'on ait de la matière à analyser. Et donc, du coup, les gens, ils sont obligés d'aller envoyer ces messages. Sinon, je dis, ça ne sert à rien. Ça Mmh. reste juste une idée, en fait. Il faut accepter que la personne que tu contactes, elle puisse ne pas avoir besoin de tes services maintenant. Bien sûr. Ou qu'elle Et t'envoie chier. ouais, c'est ça. Ça fait partie du jeu Bah ouais, c'est un jeu, exactement, c'est ce que tu viens de dire. et c'est pas grave. Parce que si tu en contactes 10 ou 100, bah, dans le tas, il y en a forcément un à un moment qui va dire oui, qui va ouvrir la porte, avec qui tu vas pouvoir discuter. Dans le métier de commercial, nous, chez Riso, quand j'étais commercial, mais après, quand j'étais manager, on analysait tout le temps les chiffres ou le business de la même manière. À un moment, la troisième étape, c'était vraiment le NOC, on appelait ça. Nombre, orientation, qualité, résultat. Et donc, en fait, le N du NOC, c'est le nombre. Et les managers disaient, OK, tu n'as pas de nombre, ça ne sert à rien qu'on analyse ton activité et ça ne sert à rien qu'on se dise pourquoi ça ne marche pas. Tu n'as pas de nombre, c'est normal que ça ne marche pas. D'abord, on analyse le nombre. Si tu as du nombre, on va vers le haut qui est l'orientation, quelle est ta cible. Une fois qu'on voit que tu es dans la bonne cible et que ça ne marche toujours pas, on va aller analyser la qualité, donc la qualité de tes échanges, la qualité de tes rendez-vous, la qualité de tes messages. Et en fait, avec ces trois choses-là, on va pouvoir déceler à quelle étape tu fais faux bon et c'est le pourquoi ton business ne marche pas. Mais Mmh, si mmh. tu respectes le nombre,
l'orientation à la bonne cible et la qualité de tes rendez-vous, de ton closing, etc., en découle le résultat, c'est mathématique. Tout à fait. Et plus le nombre est gros, plus tu as de Plus le clients. chiffre d'affaires va derrière. Ok. Alors maintenant, on va orienter, on va avancer un petit peu, on va aller parler acquisition. Ouais. Parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. C'est le gros problème de la majorité des solopreneurs, c'est comment tu trouves aujourd'hui tes clients, comment tu trouves tes prospects déjà. Ouais. Alors, alors peut-être qu'il y en a qui ne vont pas connaître, donc je vais faire simple, inbound, outbound. Donc les inbound, pour moi, c'est quand les personnes viennent vers moi, et il y a le outbound, c'est moi qui vais venir vers les clients. Et donc, forcément, quand tu commences, comme tu as pas d'audience, comme tu as pas de voilà, tu es pas connu sur le marché, tu es pas visible, bah, l'inbound va être très faible. Ça va peut-être correspondre, 0 voire 5 ou 10 de tes leads. Et alors le but, c'est forcément d'inverser la tendance, mais au départ, il va falloir faire beaucoup d'outbound. Et donc l'outbound, qu'est-ce que c'est? C'est aller démarcher les gens directement. Et donc pour ça, ça va être, moi, ma technique que je mets encore en place, hein, c'est OK, je sais quoi ma cible, mon ICP idéal, enfin mon cœur de cible. Je vais aller faire une liste. Cette liste-là, je vais la scraper, je vais la mettre dans un outil qui s'appelle Conbox et je vais aller ensuite les demander en relation sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Voilà. Et une fois qu'ils sont demandés en relation, ces personnes-là, je vais aller regarder un par un les personnes. Je vais aller les refiltrer pour m'assurer que c'est vraiment les personnes avec qui j'ai envie de parler et là où je sens que je peux vraiment aider les gens. Et ces personnes-là, j'en sélectionne 15 par jour, 15-20 par jour, et je vais leur envoyer un message personnalisé. Donc, ce n'est pas un message automatique que tu envoies. Hey, j'ai vu que tu étais passé sur mon profil, que tout le monde envoie. C'est vraiment, non, j'ai vu ton profil. D'ailleurs, j'ai remarqué ce point précis, par exemple, ou j'ai remarqué dans ce post-là ça, ou alors j'ai remarqué dans ton profil, dans ta bio LinkedIn, que, je sais pas moi, la barre sélection n'était pas optimisée, machin truc. Est-ce que tu me permets que je puisse te poser une question, par exemple? Ok. Et le Ok, but de ce premier message, c'est vraiment avoir une réponse. C'est même pas de vendre son offre ou quoi que ce soit, c'est juste d'avoir une réponse. tout Et à ça, c'est fait. vraiment la stratégie outbound que je mets en place. Et après, il y a l'inbound, où là, je vais utiliser un deuxième logiciel qui s'appelle Yadulink, qui est vraiment stylé. Et Yadulink, qu'est-ce que ça va me permettre? C'est qu'à chaque fois que je mets un post, bah, les personnes qui vont liker, commenter mon post, ça va leur envoyer un message automatiquement. Les personnes qui vont me demander un lead magnet, ça va leur envoyer le lead magnet automatiquement. Les personnes qui vont voir mon profil, ça va leur envoyer un message automatiquement. Et les personnes qui me demandent en relation, ça va leur envoyer un message automatiquement. Comme ça, je multiplie les points de contact, on appelle ça. Et souvent, ces personnes-là, s'ils viennent sur ton profil, s'ils ont commenté ton post ou s'ils te demandent en relation, c'est souvent qu'ils sont à minima intéressés. Ouais, Donc, ils tout te à suivent. fait. Tout à fait. Ils ont déjà mené une action vers toi. D'accord. Et après, quel genre de message tu leur envoies, du coup, quelqu'un qui met un like sur ton post? Alors moi, celui que sur les likes, c'est vraiment bah, merci d'avoir voilà, merci de ton soutien sur mon post, sur mon dernier post ou sur je sais pas moi, sur mon post sur le guide ultime du disque, par exemple. Est-ce que je peux te poser une simple question, s'il te plaît? Ça, c'est une technique redoutable, ça. Parce que les gens, en effet, est-ce que je peux te poser une question? Il n'y en a pas souvent qui disent non. Bah non, ouais. Les gens, généralement, bah oui, bien sûr. Et donc, le but, c'est toujours, en fait, la question de engager la conversation, avoir la première réponse. Ouais. Et, Comme, comme tu dis, moi, j'utilise beaucoup LinkedIn aussi. Le premier message suite à une validation de connexion, pour surtout pas chercher à vendre son offre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que font beaucoup de gens. Les gens sont habitués et bah, ça fait vendeur de tapis. Donc, le mieux, c'est de s'intéresser à la personne, regarder son profil, en effet, analyser les points euh, de lien et engager la conversation. Ouais. S'intéresser à et la personne vraiment. Et en plus de ça, ce que je trouve plus facile maintenant, c'est qu'à l'ère de l'IA, où tout le monde utilise l'IA comment dire, à pléthore pour n'importe quoi, bah, notamment pour les messages,
Ils vont envoyer des messages fades comme possible aux gens. Tu sens que c'est une automatisation à plein nez. Ça manque ça manque de sens, de séduction dans le message. Enfin bref, il n'y a rien de personnalisé. Mm. Et du coup, toutes ces personnes-là sont mises à la porte. Et en fait, toi, dès que tu envoies un message personnalisé, les gens, il y en a combien qui me disent, bah, tu sais quoi, habituellement, je réponds pas aux messages, mais toi, je vais prendre le temps d'y répondre parce que ton message sort du lot, ou il a été personnalisé, ou ceci, ou cela, tu vois. T'as déjà essayé le message vidéo? J'ai fait ça, moi. J'ai testé ça la semaine dernière. Oui, Donc, tu vois, une personne que j'avais contactée sur LinkedIn, je lui fais un petit message, puis elle ferme la porte gentiment en disant non, mais j'ai pas besoin de vos services. Pourtant, il vient de se lancer dans la formation, donc NDA, Calliope, tout ça, c'est des sujets qui l'intéressent forcément. Et derrière, je lui ai fait un message vidéo, je me suis enregistré pendant 1 minute 30. Tu vois, je suis sur son profil et puis je lui parle, quoi. Je lui dis, bah, je trouve ça plus sympa le message vidéo. J'ai vu que tu avais fait ça, ça et ça. Bon, moi, je pense que forcément, Calliope, ça va être intéressant pour toi parce que, vu ta cible, il te faudra les financements OPCO, ta. Bah, derrière, il a rouvert la porte en me disant, OK, François, on prend un rendez-vous ensemble. Parce que je ok, lui ai fait un message entièrement personnalisé en vidéo. Et un message vidéo, bah, tu découvres aussi la personne, bien sûr. comment elle parle, comment elle est. Donc, tu la connais beaucoup mieux qu'à travers un message texte. La personne, elle a pris le temps de s'enregistrer, de te faire une vidéo personnalisée. Donc, il y a un vrai effort. Et surtout, ça sort du lot. Mm. Contrairement à tous les messages de prospection que tu reçois en texte, avec, comme tu dis, souvent des messages qui sont les mêmes, c'est tout automatisé. Bah, un mec De qui te sens. fait une petite vidéo, il est sur ton profil en même temps, puis il est en train de te parler de toi et euh, c'est original et ça marque. Et ça marque, Je ouais. suis d'accord. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, effectivement, alors moi, les relances, je les fais souvent par vocal. Des vocaux pour montrer déjà à la personne que je ne suis pas une IA qui te parle ou c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi qui te parle véritablement. Donc ça, c'est la première chose, le message vocal. Et ensuite, très bonne technique, les vidéos. Moi, ça va être quand la personne elle va me dire, bah ouais, je sais pas, actuellement, j'ai du mal à avoir des leads, par exemple sur LinkedIn. Et ben là, à ce moment-là, c'est là où je vais enclencher le Tela, donc les vidéos. Tu as soit Loom, soit Tela. C'est les deux logiciels ouais, qui se font la guerre. Moi, j'adore Tela. Je kiffe Tela. Je connaissais pas Tela. Comment t'écris ça? T-E-2-L-A. Je trouve ça un peu plus quali que Loom. Mais bref, après, ça fait le même taf, hein. Et en gros, là, je vais lui dire, bah, écoute, bah, sur ton profil, déjà, dans ta barre d'infos, je vois pas de call to action vers un appel. Dans ta barre de sélection, je vois 2 posts LinkedIn où visiblement, tu as fait le plus de j'aime, mais les gens s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est savoir ça, ça. Et un call to action. Je vois sous ton prénom, je vois pas de call to action pour prendre un rendez-vous. Et ainsi de suite. Je vais lui faire peut-être une mini liste de son profil LinkedIn, comme quoi il Un, pourrait au- être optimisé. un Voilà. audit avec tous les points faibles que tu vois. Voilà. Et après, pareil que toi, bah, si tu veux qu'on en parle, on peut se prendre une demi-heure ensemble pour aller plus en détail sur ce sujet-là, pour que je puisse t'aider. Est-ce que tu es dispo semaine prochaine ou fin de semaine, tel jour, tel jour. Et ça, oui, c'est sûr que les gens se disent, ah ouais, putain, le mec a pris du temps pour, euh, pour me parler, pour étudier mon profil, etc., etc. Et forcément que les gens, c'est quelque chose qu'ils apprécient. Bien sûr. Bien sûr. Donc, Et puis, ça sort de ce qu'ils reçoivent d'habitude comme message ouais, automatisé. et on voit ta tête. Et on voit Et dans ta le, mar- tête. Ouais. et dans le marketing, c'est super important. On dit qu'il faut que la personne voit ta tête en moyenne 8 heures avant qu'il prenne rendez-vous avec toi. 8 heures. Mm. C'est beaucoup, hein. C'est pour ça que YouTube, c'est incroyable. Ouais. Du coup, on va faire une vidéo de 8 heures. Allez, let's go. Donc aujourd'hui, toi, si je reviens sur tes moyens d'acquisition, c'est essentiellement LinkedIn ou tu as d'autres canaux d'acquisition? Euh, ouais, j'en ai 3. J'ai LinkedIn. Je commence YouTube maintenant. Et sinon, j'ai recommandations clients qui disent, ah bah tiens, je suis passé par lui. Par exemple, là, ce mois-ci, j'ai eu, pour l'instant, j'ai 3 clients qui rentrent dans ma nouvelle promo le mois prochain. J'en ai 2 sur recommandation et un en outbound. Donc, c'est moi qui ai envoyé le premier message. Et sinon, j'en ai 2 qui viennent de recommandations de clients qui ont déjà fait ma formation et qui Ouais. ont dit, bah, tiens, passe par Ezekiel,
c'est cool, tu verras. Et donc forcément que c'est plus facile à vendre. Mais Ah sinon, oui. ma stratégie, c'est vraiment LinkedIn. Soit LinkedIn et je prends directement rendez-vous, enfin ils prennent directement rendez-vous avec moi parce que je les set sur LinkedIn. Ou alors ça va être LinkedIn, ça les renvoie sur mes vidéos YouTube où là je mets que de la valeur. Et à chaque fois que, à la fin de chaque vidéo, je mets un call to action pour prendre rendez-vous avec moi. Ou sinon, c'est de la recommandation. C'est les trois types de canaux. Je sais pas, enfin, tiens, je suis curieux de savoir, toi, de ton côté, c'est quoi tes canaux? Moi, c'est beaucoup LinkedIn aussi. Alors, j'ai LinkedIn, j'ai mon site internet sur lequel je travaille le référencement naturel depuis, ça fait au moins 3 ou 4 ans que j'ai quelqu'un que je paye tous les mois pour travailler là-dessus. Donc, ça m'amène pas mal de leads aussi. Les recommandations, j'ai quelques partenariats. Euh, un peu de YouTube aussi, peu, mais c'est pareil, je suis en train de relancer ma chaîne. euh, Ouais, Parce que mine de rien, ça m'avait amené quand même des prospects. Et tout ce qui est LLM aussi maintenant, ChatGPT, j'ai des clients qui m'appellent, des prospects qui m'appellent, oui, comment vous nous avez connus? Ah ben ChatGPT, j'ai demandé à un organisme qui peut m'aider sur Calliope et vous êtes sorti comme quoi. Donc, je pense que ChatGPT, évidemment, c'est lié au SEO, au référencement naturel du site. oui, Peut-être qu'il va un peu plus loin en allant regarder aussi les connexions sur peut-être une chaîne YouTube, des avis Google. Tu vois, je pense qu'il va regarder un peu plus de choses. ouais, Mais les LLM, c'est important parce que je pense que ça va se développer de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens ouais, qui utilisent. Moi, j'utilise ChatGPT maintenant à la place de Google quasiment. ouais. Bah, moi, je suis quasiment, hein, c'est à 100%. Soit ChatGPT. De toute façon, quand tu demandes quelque chose ou que tu as besoin de quelque chose, soit tu vas sur YouTube ou soit tu vas sur ChatGPT. Hmm. Je suis d'accord. Donc ça, c'est vraiment, ouais, c'est une bonne, tu vois, ça me donne une idée pour ChatGPT pour augmenter mon référencement. Ouais. Ah. Et bon, sur LinkedIn, pour l'instant, ça va. Donc, Et pour LinkedIn, j'ai deux méthodes, on va dire. La première, c'est que je poste tous les jours de la semaine. C'est un post mhm, en lien avec la réalité terrain, en lien avec des échanges que j'ai eus avec des prospects qui me font part de problématiques. Je les aide ou des clients que j'accompagne, pareil, sur des problématiques précises. Donc, je vais raconter un peu tout ça dans des posts LinkedIn. Donc, c'est des histoires vraies. Mais la deuxième chose que je fais également, c'est que je vais aller chercher des contacts très ciblés. Tu vois, donc des nouveaux formateurs, des nouveaux organismes de formation que j'ai repérés. J'ai les noms, je vais chercher les profils LinkedIn et je vais les demander en contact. Et derrière, je leur fais un message aussi très personnalisé. de l'outbound, quoi, du coup, aussi. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est hyper important dans une stratégie LinkedIn. Faut pas faire que poster. Il faut absolument aller chercher des nouveaux contacts, des nouvelles relations dans la cible. Bien Euh, sûr. Il faut pas faire non plus que aller chercher du message ciblé. Il faut aussi faire du post parce que quand tu fais du post, tu es un créateur de contenu et tu es vu différemment par un prospect parce que il peut aller chercher les posts que tu as écrits, voir ce que tu as écrit et il va te juger par rapport à ça. Bien sûr. Donc, voir si ce que tu as écrit, c'est aligné avec ses valeurs à lui et sa façon de penser ou pas du tout. Et c'est ça qui va faire qu'il va te contacter. Et le gros avantage de ça, je trouve, c'est que tu attires à toi que des gens qui ont déjà un peu tes valeurs et ta façon de faire. Et donc, forcément, ça match dès le départ, en fait. Ouais, je suis C'est les d'accord. clients idéaux, Mm. parce que c'est des gens avec qui tu as envie de bosser, forcément. Et d'où l'intérêt justement dans la stratégie de contenu de ne pas avoir peur de montrer qui tu es. Ouais, tout Vraiment. à fait. Par exemple, moi au départ, je restais très corpo parce que je disais, ah, tiens, la vente, c'est corpo, faut que je reste corpo. Donc je mettais que des photos de moi où j'étais en chemise. Et je disais, ah merde, j'ai pas de photo de moi en chemise. Donc limite, je prenais une chemise et je me prenais en photo. Enfin bref, où il faut un polo propre. Parce que... Et au final, comme je postais comme ça, j'avais que des entreprises corpo au final. Et je me disais, putain, je veux des personnes un peu plus cool, des solopreneurs, tu vois, j'aimerais des personnes qui sont un peu comme moi maintenant. Mais en fait, je me suis dit, mais publie comme tu es maintenant. Et donc, c'est là où j'ai commencé à mettre, poster avec des photos où j'ai une casquette, parce que j'aime bien mettre des casquettes, ou alors, je sais pas moi, où je suis en sweat ou en t-shirt. Et comme tu dis, c'est là où j'ai commencé à attirer du coup un public
qui a été complètement différent du corpo et un public, du coup, et des leads qui me correspondent vraiment, quoi. Et là, Ouais, par parce qu'il exemple, s'identifie à toi, ouais, comme tu es, et là, comme tu tu vois, là, t'affiches. comme je m'affiche, et tu vois, pour te donner une anecdote, la personne en outbound où il est parti en termes d'accompagnement, on était quatre. Enfin, il y avait quatre, il avait quatre rendez-vous de quatre personnes différentes pour l'aider sur la vente. Et je ne sais pas si c'est ça qui lui a fait prendre sa décision, mais à la fin du deuxième call, il a dit: je pars avec toi parce que ton offre a l'air très sérieuse avec tes témoignages, ça c'est clair. Mais il y a aussi parce que j'aime le personnage. Hmm. Et c'est sûr que lors du R1, en fait, il m'a dit: ouais, je suis allé au Japon, j'ai adoré le Japon. Et pendant 20 minutes, sur 1 heure ou 45 minutes, on a parlé du Japon. Il m'a dit: oui, t'es allé où, machin. Et moi, du coup, je lui disais: bah, t'as fait quoi au Japon? Et en fait, je me suis dit: bah, c'est pas un frérot, la personne, mais au bout de 20 minutes, je me suis dit: putain, c'est trop bien, quoi. Si je peux accompagner cette personne-là, c'est trop bien. Parce qu'elle aime le Japon, elle aime les animés comme moi. Et je me suis dit: bah, ça serait dommage de ne pas l'accompagner, quoi. Et je pense que ce critère-là, ça a joué en ma faveur quand il a mis les quatre offres, ça a joué en ma faveur, dont la création de contenu, très, très importante. Tu as raison de le souligner, hein. C'est vraiment, pour moi, quand tu vends une offre high ticket, tu as vraiment le avant, pendant et après le call de vente. Et le avant, ça peut jouer, enfin, ça peut faire 50% de ta vente. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donner les bons contenus avant, montrer ton expertise, montrer les avis de tes clients, Mm. pour assurer, ouais. Et du coup, merci pour la transition. En termes de vente, quand tu Mhm. as un prospect donc qui te contacte parce qu'il est intéressé, par tes services, Oui. toi qui es expert en vente, tu vas nous partager quelques quelques conseils. C'est quoi ton process de vente? Comment tu fais? Euh, alors, au moment où il rentre en call de vente avec moi ou avant le call de vente? Non, au moment où il a pris un rendez-vous et avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je sais comment tu travailles, tu vas faire en deux fois, hein, un R1, un R2. Alors, mais comment tu vas organiser ton R1? Après le R2, comment tu vas faire? Ok, alors déjà, il y a un critère que peu de personnes parlent, mais qui est très important, c'est le taux de show et de no-show. Rien que ça, il y a des fois des solopreneurs que j'accompagne où je dis: ah bah en 1 mois, comment dire, j'ai aidé Michel à faire plus de 10% ou 15% de son chiffre d'affaires. Et les gens ils disent: mais putain, mais comment c'est possible qu'en 1 mois, il n'a pas le temps de travailler les techniques de vente, choses comme ça. Mais en fait, on n'a rien travaillé de tout ça, on a juste travaillé son taux de no-show. Parce qu'actuellement, il avait peut-être 10 rendez-vous de bookés. Sur les 10 rendez-vous, il n'y en avait que 4 qui se pointaient ou 5. Donc ça, déjà, c'est le premier indicateur. On va aller travailler ce premier indicateur. Comment on va faire pour que de 5 personnes sur 10 viennent à ton appel? Bah, il y en a 8 ou 9. Et en fait, mathématiquement, toujours une question de nombre, si tu as 9 personnes qui se présentent au lieu de 5, bah, mathématiquement, tu vas doubler ton taux de closing, tu vois, Mmh entre mh. guillemets. Et moi, après, derrière, je peux dire: bah, j'ai accompagné Michel et j'ai doublé son taux de closing. Alors que j'ai même pas, au final, on n'a même pas encore travaillé les techniques de vente, on a juste travaillé l'indicateur de show et no show. Et donc ça, moi, comment je fais, c'est que la personne va booker un rendez-vous. Quand il va booker le rendez-vous, il va directement apparaître sur une page d'atterrissage. Sur cette page d'atterrissage, il va me voir et là, je vais présenter les choses. Je vais faire ce qu'on appelle un cadrage, donc une OPA, objectif, plan, accord du client. Et donc, je vais lui dire: OK, bah, merci d'avoir pris rendez-vous avec moi, François. Je vais t'expliquer très rapidement comment va se dérouler notre prochain rendez-vous ensemble. D'ailleurs, j'ai très hâte, ou je suis très motivé de te rencontrer, etc., etc. Et là, je vais commencer à conditionner la personne Donc sur ça, c'est une vidéo. ça, c'est une vidéo où je vais dire: OK, voici ce que tu peux attendre de moi lors du rendez-vous qu'on va voir, enfin, qu'on va voir ensemble, et moi, ce que j'attends de toi. Et comme ça, je responsabilise directement la personne. Dans le sens où, Coco, si tu as pris rendez-vous avec moi, c'est pas pour me perdre mon temps, en fait. Mon temps, il est précieux et j'espère que le tien aussi. Et donc, du coup, c'est important que bah, ce temps-là, on le respecte, toi comme moi. Et donc, je vais responsabiliser la personne dans cette vidéo-là. Et donc, elle dure 2-3 minutes. Ensuite, je lui dis, dans le sens où bah, si tu me préviens pas et que tu ne te pointes pas au rendez-vous, bah, c'est même plus la peine de m'envoyer un message. Là, je vais ce qu'on appelle labelliser la personne. Je vais lui dire: mais je ne pense pas que tu es une personne comme ça, tu es une personne qui honore ses rendez-vous. Et le fait de dire ça, c'est du conditionnement, c'est Ouais. de la psychologie humaine. La personne va avoir cette étiquette qui va être attachée à lui et il va vouloir être conforme à l'étiquette que tu lui as collée. Et donc, du coup,
même s'il ne peut pas honorer le rendez-vous, il va dire, ah bah, je ne suis pas une personne qui honore pas son rendez-vous, je vais au moins prévenir Ezekiel que je ne peux pas venir. Mais généralement, du coup, ça va les conditionner à ce qu'ils viennent à ton rendez-vous. Très Donc, intéressant, ça, tu vois, je le fais pas. Et parce que des no-shows, j'en ai quelques-uns aussi, même si j'ai essayé, tu vois, de mieux préqualifier mes prospects. Et l'erreur que, mais ça, tu vois, je vais le mettre en place. C'est une très bonne idée. Et je partage juste autre chose sur les no-shows. J'ai quand même réessayé de dire quelqu'un qui s'est pas pointé et qui a pas prévenu. Bon, déjà, je trouve que c'est incorrect. oui, Mais jusque-là, je leur donnais encore une chance. Tu vois, de dire, ah bah, j'ai vu que tu n'étais pas venu au rendez-vous, tu as dû avoir un empêchement, pas de souci, est-ce que tu veux qu'on replanifie? Et à chaque fois que j'ai replanifié avec la personne, j'ai jamais eu la signature. mais oui, Parce que, au final, et pourtant, ça fait un moment que je me le dis en me disant, bah, si la personne ne s'est pas pointée, non, je ne reprendrai pas un rendez-vous avec elle, même si c'est elle qui vient me voir en me disant, ouais, j'aimerais bien, je dirais non. Mais j'ai continué à le faire juste pour voir, pour avoir un peu des statistiques. Tu vois, voir est-ce que vraiment la personne qui ne s'est pas pointée au premier rendez-vous, est-ce qu'au final, il y a une chance de signature quand même? Et à chaque fois, ça a été non. bah non. Donc voilà, tu vois, je me suis fait mon apprentissage en me disant, bah, quelqu'un qui ne s'est pas pointé et qui n'a pas prévenu, terminé, blacklisté. Il y a un indicateur que je prends en compte qui est super important, c'est l'implication de la personne dans le projet. Ça, pour moi, dans ce que je t'apprenais, le BBDC, pardon, besoin, enjeu, budget, échéance, décideur, concurrence, le côté, OK, est-ce que la personne, elle est dans le projet? Bah ça, tu vois, l'indicateur, est-ce qu'elle est dans le projet? La personne, si elle ne te répond pas et qu'elle a pris un rendez-vous avec toi, qu'elle ne l'honore pas et qu'elle ne te prévient pas, tu vois, tout de suite, ça part mal, en fait. Et donc, par contre, j'avais jamais mesuré, moi, le côté, j'avais jamais mesuré le côté, est-ce que la personne se pointe pas le premier rendez-vous, est-ce que tu signes? Mais je pense que moi, de mon côté, c'est quasiment la même chose. De toute façon, ça part mal au final. Donc, autant, si la personne a vraiment un empêchement, c'est OK, mais elle va te prévenir. Alors que les personnes qui viennent pas, bon, c'est qu'ils sont pas si intéressés que ça. Et donc, ça, donc, il y a la vidéo. Ensuite, il y a un call to action à la fin de la vidéo en disant, OK, voici une vidéo, et je les renvoie en fait sur deux styles de vidéos. Avant notre rendez-vous, je t'invite à aller regarder ces deux vidéos-là, où je t'encourage fortement à aller voir ces deux vidéos-là. Une vidéo de valeur et une vidéo de témoignage client. Et ça, c'est très important, puisque donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la veille du rendez-vous, il va recevoir un autre mail de moi en disant, ah, j'espère que tu es motivé, blablabla. Tiens, je te remets un deuxième témoignage. Donc, je lui remets un deuxième témoignage vidéo. Et le matin du rendez-vous, comme j'ai pris son numéro de téléphone, je lui envoie un message vocal disant, salut François, un petit message pour prévenir qu'on a rendez-vous ensemble. Je suis vraiment motivé comment dire, de venir t'aider sur telle solution. Et donc là, ça va être dans le questionnaire que tu auras répondu. En fait, je vais te dire, OK, c'est quoi ta problématique actuelle? Et si tu vas me dire, par exemple, bah, le manque de lead, et ben moi, dans mon message personnalisé, je vais te dire, ah, salut François, j'espère que tu vas bien. Petit rappel pour voilà, te prévenir qu'on a bien rendez-vous ensemble à 14 heures. J'ai commencé à préparer une stratégie pour t'aider à avoir plus de leads. J'espère que tu arrives motivé parce que moi, je le suis. Excellent. Et donc, du coup, tu vas encore repersonnaliser la personne, réimpliquer dans le process pour que ça soit vraiment sérieux. Ça, c'est le call n'a même pas commencé, qu'il y a déjà toutes ces étapes qui sont faites. Pourquoi? Parce que je veux que la personne arrive avec un capital confiance qui est déjà très haut et qui soit engagé. Et l'une des premières questions que j'ai posées dans mon call de R1, c'est justement, est-ce que tu as eu le temps de voir les vidéos et tout? Si la personne me dit, ah oui, j'ai vu les vidéos, trop bien, ça, ok. Bah, tu vois, l'indicateur où on disait est-ce que la personne est dans le projet motivée? Bah oui, tu vois, parce qu'elle allait voir toutes les vidéos. Si la personne me dit oh non, j'ai pas eu le temps, ok. Bon, ça ne veut pas dire que le truc est finito, mais c'est un indicateur qui montre qu'il n'est pas aussi engagé que d'autres personnes. Hmm. Et tu Donc utilises ça, un outil pour faire toutes ces relances-là oui, j'utilise Tidy, moi. comment t'écris ça? Tidy. Ah, TIDY? ouais. Après, je pense que la partie payante de Calendly doit le faire. Mais moi, en fait, j'avais vu une offre de Tidy, justement, qui était une offre à vie à 70 balles, je crois. Et donc, du coup, je dis, bah tiens, je vais tester. Et j'ai testé et ça marche bien. Donc, je suis resté là-dessus. Après, il y a eCloser qui marche très bien, où tu récupères les informations des personnes avant qu'ils puissent voir ton agenda. Et donc, du coup, bah, ça te permet de les relancer même s'ils n'ont pas booké.
Tu vas leur envoyer un message vocal en disant: «Ah, salut François, j'ai vu que tu avais rempli le formulaire, mais que tu n'as pas eu le temps de prendre un rendez-vous avec moi. Tu vois, tu vas les appeler et dire: Bah, du coup, tu es disponible quand? Là, écoute, on est, je sais pas moi, vendredi, j'ai des dispos lundi et mardi, quel jour tu préfères?» Et comme ça va te permettre de rebooker peut-être des personnes qui avaient hésité à prendre rendez-vous avec toi. Donc, e-closer, c'est pas mal. Voilà, ça c'était l'avant-vente. Après le R1, c'est. Tu connais ma méthode, elle est. Ouais, alors on va pas rentrer dans le détail, mais juste pour ceux qui nous écoutent, en fait, parce que tu vois, moi, avant de te rencontrer, pour moi, il y a un rendez-vous, c'est un entretien où je propose mon service. Rien à voir avec ce que je fais maintenant avec ta technique en 2 rendez-vous. Donc, Ouais, sans rentrer trop dans le détail, évidemment, mais juste nous expliquer déjà pourquoi tu fais 2 rendez-vous, c'est quoi l'objectif du premier, c'est quoi l'objectif du deuxième. ok. Alors pour moi, pourquoi je séquence en 2 rendez-vous? C'est parce que le problème, c'est que les gens, quand ils vont avoir qu'un seul rendez-vous, ils vont être omnibulés par les objections ou par la conclusion. Ils vont, avant même de commencer le rendez-vous, ils vont être déjà à la fin du rendez-vous en mode: OK, il va falloir que je réponde à cette objection-ci, il va falloir que j'annonce mon offre, il va falloir que je fasse ci, ça. Et donc, du coup, ils ne sont pas dans le moment présent. Et pour moi, la chose la plus importante dans la vente, c'est un, l'intelligence émotionnelle avec le disque, et deux, l'écoute active. Et si en fait, tu es déjà dans la fin de ton rendez-vous, avant même d'avoir commencé ce rendez-vous-là, tu n'es pas dans le moment présent, tu n'es pas dans de l'écoute active. Et en fait, cette écoute active va te permettre la chose la plus importante dans un call de vente ou dans un process de vente, qui est la découverte de besoins et les douleurs de ton client. Et en fait, les gens, généralement, soit posent des questions de surface, soit posent des questions, mais qui ne sont pas assez approfondies. Par exemple, tu vas me dire: bah, je manque de leads. Ah bah tiens, super. Je note que tu manques de leads, que c'est un problème pour toi. Mais en fait, ce problème juste de manquer de leads, ce n'est pas suffisant pour que j'aille te vendre une offre derrière high ticket. Pour savoir, OK, c'est quoi la conséquence de ce manque de lead? Ah bah, je dors pas la nuit, terreur nocturne, je perds mes cheveux, je perds ceci, tu vois? Tu vas aller approfondir la douleur. C'est dommage, enfin c'est dommage, oui et non, ça fait partie de la vente. Tu es obligé d'avoir les douleurs d'un client parce que, si tu veux qu'une personne passe à l'action, il faut qu'il ait un problème douloureux. C'est ça la vente. Ouais, et du coup, il faut aller, même par rapport à ce que je fais maintenant, moi, depuis que tu m'as aidé, c'est identifier la douleur, les conséquences, et puis après les conséquences financières, les conséquences sur sa vie. Ah bah oui, bah mon couple, du coup, il va moins bien parce que bah, je gagne moins d'argent parce que j'ai moins de leads. Donc ça, c'est les conséquences. Ah ok, d'accord. Et ensuite, l'aider aussi parce que je trouve que c'est une vraie aide à cheminer, à verbaliser et à vraiment conscientiser ces conséquences-là. Parce que quand on pose les bonnes questions et que la personne arrive en fait à faire le lien, à se dire bah oui, aujourd'hui bah, mon couple il va pas bien parce que je manque de lead en fait. Donc les conséquences sont lourdes. Ouais. En fait, Donc est-ce que les t'as besoin d'aide? Oui. J'ai besoin d'aide. Et en fait, tu as raison. Et c'est pour ça que moi, je mets R1, R2. C'est parce que le R1, en fait, tu es un psy. Tu es un psy ou un docteur. Tu diagnostiques la situation. Et tu es vraiment là, pas pour closer la personne. Tu es juste là pour comprendre sa situation. Mais vraiment comprendre sa situation en profondeur. Et c'est important pour moi que le R1, l'objectif, c'est de comprendre la situation de la personne. Et si je peux l'aider, alors je place le deuxième rendez-vous. Comme ça, dans ta tête, c'est binaire, 1 et 2. C'est vraiment, OK, l'objectif du premier rendez-vous, c'est pas 1, je comprends ses besoins, 2, je présente mon offre et 3, j'essaye de closer. Non, le premier rendez-vous, c'est juste comprendre la situation, mais bien comprendre sa situation. Et par rapport à ce que tu disais, c'est souvent en fait, les gens ont tendance à sous-estimer leur douleur. Tu vois, parce que c'est un peu le côté égo, l'ego de la personne qui va se dire, bah, je n'y arrive pas, mais je n'y arrive pas parce que ceci, cela. Et en fait, en termes d'ego, ça fait toujours mal de se dire, OK, j'y arrive pas parce que je n'ai pas la solution. Et donc, du coup, je vais minimiser mes problèmes. Ils vont dire, oui, bah, quelquefois, je fais des terreurs nocturnes ou ça fait 6 mois que je dors 4 heures par jour, ouais, par nuit. Et en fait, c'est pas normal de dormir que 4 heures par nuit. En fait, Mm, tu mm. devrais dormir 7 heures par nuit. Mais comme la personne préfère se rassurer avec son ego, se dire, c'est OK, je minimise le truc de c'est fine de dormir 4 heures par nuit, bah, en fait, il va rester dans cette situation-là douloureuse pendant X temps. Et toi, en Ouais. fait, par
la puissance de tes questions, tu vas lui faire prendre conscience que Coco, c'est pas normal en fait que tu dormes que 4 heures par nuit. Et ça, c'est important. Donc ça, c'est la partie R1. Il y a plein de choses à voir dans le R1, mais vraiment la chose à retenir, c'est diagnostiquer. Une fois que tu vois que tu peux l'aider, tu places un deuxième rendez-vous. Et lors de ce deuxième rendez-vous, tu vas aller présenter ton offre. Tu vas l'analyser avec lui, tu vas répondre à ses questions et ensuite, tu vas aller sur la phase de négociation. Et entre le R1 et le R2, chose très importante, moi j'appelle ça un peu le pont d'or, c'est que la personne, quand elle est en achat, en fait, tu dois le faire monter en intensité d'achat. Et si tu fais le R1, que tu lui fais prendre conscience qu'il a des problèmes, c'est très bien. Mais si entre le R1 et le R2, tu ne fais rien, boum, il va redescendre en intensité d'achat. Et donc, du coup, tu vas devoir refaire remonter l'intensité d'achat lors du R2. Et donc, du coup, entre le R1 et le R2, tu vas lui envoyer un mail avec des ressources, des vidéos, des témoignages clients, pourquoi pas des numéros de téléphone de clients partenaires, pour qu'il continue d'être avec toi, même si tu n'es plus avec lui. Et comme ça va continuer de le faire monter en intensité d'achat. Il va continuer à passer du temps avec toi, même si tu n'es pas avec lui. Et quand tu vas arriver lors du R2, là, il va être en intensité d'achat au max. Et donc là, tu vas pouvoir lui présenter son offre. Dans la présentation de l'offre, la chose très importante, c'est toujours de remettre du contexte que les gens oublient de faire. Ok, qu'est-ce qu'on s'est dit lors de notre précédent rendez-vous? Il y en a, ils vont dire, ouais, mais il va s'en souvenir, ça fait 2 jours qu'on s'est vu. Non, non, non. En 2 jours, il peut se passer énormément de choses dans sa vie. Donc, important de ramener du contexte dès le début du deuxième rendez-vous pour lui rappeler le pourquoi on a pris ce deuxième rendez-vous là ensemble. Donc, contexte, en plus, après, lui expliquer comment tu vas l'accompagner sur la transformation et ensuite la phase de négociation. Voici comment voilà, mon process, bon, sans rentrer dans les détails, mais Ouais, mais c'est super. Super parce qu'il y a plein de gens qui font pas ça, hein, qui font juste un rendez-vous, qui font ou même un entretien de 10 minutes, 15 minutes juste pour proposer leur offre, sans aller questionner, prendre conscience de la situation de la personne. mais c'est pas assez. Non, c'est pas assez. Je suis d'accord. Et du coup, en termes de taux de transformation, toi, tu as quoi comme taux de closing? J'ai un taux de closing, là, dernièrement, il était à 74% sur le R2. Joli. Mais oui, mais c'est parce que je filtre énorme, je disqualifie lors du R1. C'est aussi pour ça. En fait, lors du R1, j'ai beaucoup de personnes en R1 qui ne viennent pas en R2. Parce que je prends vraiment que les personnes où je suis quasiment sûr justement que ça va marcher en fait lors du R2. J'essaie de tout conditionner lors du R1, de traiter toutes les objections, de vraiment, voilà. Je pourrais limite quasiment closer la personne lors du R1, mais je respecte ma méthodologie, donc du coup, je prends un deuxième rendez-vous. Mais je vais vraiment disqualifier beaucoup de personnes lors du R1 pour accepter seulement des personnes où je suis quasiment sûr de. Donc, tu peux refuser des personnes à la fin du R1 en disant bon, bah, je te propose pas de deuxième rendez-vous, toi, tu signeras pas de toute façon. Bah, je ne dis pas comme ça, dis pas comme ça, mais par exemple, il y en a, je me souviens, cette anecdote, elle est dingue. Ça devait être en octobre, je crois, l'année dernière, où la personne, oui, j'arrive à la fin du rendez-vous et question de budget qui est très importante quand même. Et donc, du coup, une question, tiens, pour les auditeurs qui marche très bien, moi, c'est tout le temps, OK, bah, par rapport à la solution que je pourrais te présenter, quels seraient, si tu vois que ma solution répond en tout point à tes problèmes, quels seraient les facteurs externes qui pourraient nous empêcher de travailler ensemble? Et là, généralement, les personnes, c'est pour débunker les objections, pour que j'anticipe les objections avant le R2. Donc, généralement, moi, je vais avoir peut-être le temps et le budget, clairement. Et donc, les gens, lui, par exemple, il m'a dit ah, bah, le budget, ça pourrait être un frein. Je dis est-ce que tu as une idée du budget que tu pourrais mettre? Là, la personne veut faire, entre guillemets, le malin et dire bah non, je n'ai pas de budget. Et donc, du coup, je fais de l'hyperbole, on appelle ça. Je dis ah, bah, donc si mon accompagnement coûte 30 000 euros, c'est OK pour toi? Ah, bah non. Et donc là, du coup, si tu dis ça, bah là, bah, tu as forcément un budget. Alors, si 30 000 euros, ça ne va pas pour toi, c'est que tu as quand même une idée. C'est quoi cette enveloppe? Et là, la personne me dit, bah, franchement, j'avais compté 1 500 euros. Ah, OK. Et donc, les 1 500 euros, c'est ton enveloppe globale ou c'est le budget ou les moyens? Parce que tu as vraiment la différence entre budget et moyens. Budget, c'est psychologiquement ce que tu es prêt à mettre dans un accompagnement. Mais après, si par exemple, tu as, je sais pas moi, une assurance vie avec 10 000 euros dessus, bah ça, c'est les moyens que tu as. Est-ce que tu es prêt à mettre les moyens dans l'accompagnement ou tu veux juste pas sortir de ton budget? Donc là, moi, la personne me dit, bah non, le budget, c'est 1 500 euros, pas plus. OK, bon, bah écoute,
Je veux bien t'aider, là, t'envoyer deux, trois ressources, mais ça sert à rien qu'on prenne un deuxième rendez-vous parce que mon offre d'accompagnement, elle est plus proche du double que des 1 500 euros. Ah ouais, bon, bah dommage. On quitte là-dessus et il me renvoie un message sur LinkedIn, genre 2 heures et demie plus tard. Ouais, Zeka, j'ai vraiment réfléchi, j'ai vraiment besoin de ton accompagnement. Est-ce que c'est possible qu'on se revoie en R2? Et selon le budget que tu vas me. C'est combien le budget? Ou c'est combien le prix de ton accompagnement? Je vais essayer de trouver les ressources, les fonds. Et donc, du coup, je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux qu'on en parle et que c'est sérieux, à ce moment-là, on prend un deuxième rendez-vous. Donc, j'ai pris un deuxième rendez-vous avec lui, je l'ai closé sur le deuxième rendez-vous. Donc, en fait, des fois, le fait de filtrer les gens, ça leur montre aussi le fait que tu n'es pas là pour leur vendre à tout prix ton offre. Hmm. Donc, moi, ce que je vais valider, c'est est-ce que la personne a le budget quand même et le timing. Pourquoi maintenant, en fait? Pourquoi tu pourras te lancer maintenant? Pourquoi il y a pas 6 mois et pourquoi pas je sais pas moi, fin de l'année? Pourquoi tu veux te lancer maintenant? C'est important de comprendre ça aussi. Parce que si la personne n'est pas dans le bon timing, bah, tu es sûr elle va te balancer l'objection du style ouais, bah, je vais peut-être en réfléchir, c'est peut-être pas si urgent, je vais attendre, je sais pas moi, après l'été au mois de septembre. Si tu n'as pas traité l'objection en amont, comment tu peux pas lui dire bah, attends, je comprends pas, François, lors du R1, tu m'avais dit qu'en termes de timing, tu avais besoin de changer les choses maintenant. Qu'est-ce qui fait que maintenant, tu passes du maintenant au mois de septembre? Et alors, du coup, question, parce que moi, ça m'arrive, quelqu'un qui te contacte, et puis, donc, tu vois, je suis un bon élève. À la fin du premier R1, je dis, c'est quoi l'échéance? Tu voudrais mettre ça en place pour quand? Donc, quelqu'un qui te dit pour l'année prochaine. Tu fais le R2 quand même ou pas? L'année prochaine, en janvier? Ouais. Bah, combien de temps ça prend c'est pour Calliope? Ouais, ouais, ouais. Moi, typiquement, c'est ça. Ah, bah, j'aimerais bien être Calliope pour 2027. Je dis, ah ouais, d'accord, bon, bah, il y a encore le temps. Bah oui, mais j'anticipe. J'ai besoin de faire préparer un budget, ma feuille de route. Je Ok, commence à bah, m'intéresser. ok, bah, qu'est-ce qui te motive déjà à vouloir Calliope en janvier 2025 et pas en janvier 2027 et pourquoi pas en septembre 2026? Bah parce que là, j'ai encore de l'activité. Mon planning est plein jusqu'à la fin de l'année. Ok. Et donc, moi, si je te présente une solution qui te permet d'avoir Calliope, non pas en janvier 2027, mais en septembre 2026, est-ce que ça serait quelque chose d'intéressant pour toi ou pas? Bah non, parce que vu que mon planning est plein, je vais pas avoir de temps à y consacrer. Donc je pourrais pas préparer maintenant. Mais j'aurai de la dispo à partir de décembre. Ok, donc si je comprends bien, ce qui t'empêche d'avoir Calliope actuellement, c'est une question de temps. C'est bien ça? Oui. Ok. Et si je te proposais une solution qui te permettait justement je sais pas moi, d'y consacrer 1 heure par semaine sur un mois et le reste est fait à ta place pour obtenir Calliope en septembre 2026. Ça serait quelque chose, un plus pour toi ou pas? Mais de toute façon, ça sert à rien que j'ai Calliope en septembre parce que j'aurai pas de temps pour vendre des formations et faire des formations avant 2027. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche de pas pouvoir faire des formations en 2027? Avant Oh, 2027? bah parce que mon agenda, il est plein en fait, il est déjà rempli. J'ai des Ok. missions de d'autres organismes de formation qui m'ont déjà réservé mes journées. Ok, donc en gros, Calliope, c'est plus une solution sur janvier 2027. Il n'y a aucune urgence d'avoir Calliope en septembre 2026. On est bien d'accord? Exactement, tout à fait. Ok. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est que enfin, on se laisse là-dessus et que justement, on reprenne un rendez-vous parce que les démarches, ça prend généralement entre enfin, je ne sais pas c'est combien les démarches, mais je veux dire, ça prend généralement 3 mois à avoir Calliope. Donc, ce que je te propose justement, c'est qu'on reprenne un rendez-vous ensemble, qu'on se revoie au mois de septembre 2026 pour enclencher les démarches pour que tu aies Calliope en janvier 2027. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Donc du coup, tu proposes pas le R2 tout de suite parce que tu sais que ça va être une perte de temps. Ouais. Perte de temps. Là, j'ai quand même. En fait, ce que je voulais savoir, c'était, OK, pourquoi ils voulaient Calliope en 2027 et non pas en septembre 2026? Est-ce que c'était une question voilà, de budget, de priorité ou alors justement de temps? Mais là, tu me dis que en fait, ton agenda est plein, il n'y a pas d'urgence. Donc non, je ne prends pas le rendez-vous, je préfère te revoir au mois de septembre.
quand je suis sûr que Et, tu es dans le bon timing. et une personne qui te demande un budget. Donc, tu vois, là, typiquement, bah, ok, je vous recontacterai en septembre. Mais par contre, est-ce que vous pouvez quand même me donner une idée du budget? Moi, j'ai besoin de savoir pour commencer à mettre des sous de côté, Bah, tu peux lui donner si tu veux, tu peux lui donner une enveloppe, mais tu lui une donnes pas ton fourchette. budget. Ouais. Oui, une grosse fourchette. Bah, généralement, je ne connais pas les prix, mais généralement, il faut compter, c'est sûr que ça dépend j'ai plusieurs offres. J'ai plusieurs offres et elles sont modulables. J'ai des offres personnalisées, donc je ne peux pas vous donner comment dire, un budget comme ça. Maintenant, généralement, pour C'est entre avoir temps et temps. Ouais. voilà, faut calculer entre 2 000 et 6 000 euros. Tu donnes une grosse fourchette. Comme ça, tu bottes en touche. Ok. Mais surtout pas donner tes prix lors du R1 quand la personne te les demande. Mm, Rien de pire. ouais. Et du coup, Calliope, encore une bonne transition, merci. Donc, toi, tu as été Calliope. Oui. Alors, ça fait à quel moment tu as décidé de passer Calliope et pourquoi tu as décidé d'arrêter? Euh, Alors, dès que je me suis lancé, j'ai voulu être Calliope. Il y avait une question aussi de légitimité, dans le sens où ça m'a rassuré de me dire, bah tiens, je prouve aux gens que j'ai Calliope parce que c'est gage de qualité. Et ce qui est Mhm. vrai, hein. Enfin, vu tous les tests qui te font passer, moi, ça montre que ta formation, elle est carrée, quoi. Donc là-dessus, ça m'a quand même beaucoup aidé dans le process, mettre voilà, des étapes claires. Donc moi, pourquoi j'ai voulu passer Calliope dans un premier temps, c'est vraiment pour ça, pour montrer, parce qu'au départ, je voulais passer par les professionnels et je voulais montrer aux professionnels que c'est pas parce que j'avais 30 ans et que j'étais pas un daron de 50 ans qui avait 40 ans d'expérience sur le terrain en tant que commercial, que ma formation n'était pas bonne. Donc, c'est un besoin de légitimité. Je me suis dit, il me faut Calliope pour montrer que ma formation est carrée. Et ensuite, il y a aussi une question de budget. Je me suis dit forcément qu'aller chercher des OPCO pour aller vendre mon offre d'accompagnement, ça sera beaucoup plus simple. Et effectivement, hein, j'ai eu Calliope. Et donc, du coup, je n'ai pas eu beaucoup d'entreprises. J'ai dû en avoir trois ou quatre. Mais bon, les trois ou quatre, je les ai signés tranquillou, quoi, avec Calliope, justement. Parce Euh, que, donc toi qui es expert en vente, justement, le fait qu'il y ait le budget de financement, la prise en charge d'un OPCO. Bah oui. Bah, je validais juste. En fait, j'arrivais en négociation, objection prix. Je voulais l'objection prix, juste l'objection prix. Donc, je faisais en sorte de l'avoir. Et lors de la négociation, partenariat, OK, dans le cadre d'un partenariat, est-ce que c'est le seul point qui nous empêche de travailler ensemble? Oui. OK, bah, dans le cadre d'un partenariat, ce que je peux faire, c'est débloquer voilà, activer ma casquette de Calliope pour que vous ayez comment dire, Le budget, euh, le financement OPCO. le financement OPCO. OK, et j'avais anticipé le truc. Je sais pas moi, la formation, j'avais vu que l'OPCO, il pouvait avoir 3 500 euros. Bah, dans le cadre, comment dire, du financement. Avec votre OPCO, vous pouvez avoir 100% ou 80% de la formation comment dire, financée. Est-ce que c'est OK pour vous? Ah bah oui, carrément. Et forcément, parce que la personne passe de on négocie pour 3 500 euros à on négocie pour 300 balles. Donc le rapport valeur-prix, il est démentiel. Donc Donc, est-ce que tu dirais que pour un formateur qui n'est pas forcément un expert en vente, c'est souvent même le contraire, ils sont pas forcément, ils n'ont pas beaucoup d'expérience en vente, ils sont pas forcément très doués. Le fait d'avoir Calliope et de pouvoir proposer des financements avec des prises en charge, ça facilite énormément la vente. oui, bien sûr. Par contre, je déconseille de dire j'ai Calliope, prends mon accompagnement. Non, non, c'est parce qu'en fait, tu vas dévaluer la valeur de ton accompagnement, la valeur de ta formation. C'est d'abord, tu mets en avant la formation, tu essayes de la vendre en format financement personnel. Et si seulement le seul point qui nous empêche de travailler ensemble, c'est le prix, et que l'OPCO peut me permettre de répondre à ce blocage-là, alors là, tu actives l'OPCO. Mais jamais vendre le truc. Ah, François, je suis expert en closing. Bon, après, en plus, là, c'est encore plus ridicule, mais je sais pas, moi, je suis expert en IA. Ma formation est certifiée OPCO. Elle ne te coûtera rien. Tu veux prendre la formation? Non, Ah ça marche ouais, pas t'as comme ça. raison. Ouais, ouais, elle est dévaluée. Ouais. Tu dévalues complètement ton offre. La personne va se dire, bon, peut-être, allez, c'est gratos, peut-être que je vais la prendre. Mais en fait, c'est même pas sûr qu'il va prendre ta formation parce que tu as tellement dévalué ta formation en mode, t'inquiète pas,
quoi qu'il arrive, elle sera gratuite. En fait, la personne, pourquoi elle prendra ta formation? C'est même quasi sûr qu'elle va prendre limite une formation d'une personne qui va lui faire payer 4 000 €. Mais il va se dire au moins la personne, elle est sûre de son prix, elle est sûre de la valeur de sa formation. Donc, faire attention, vraiment faire attention aussi aux formateurs qui nous écoutent, de ne pas dévaluer son offre avec l'OPCO. C'est vraiment la dernière, pour moi, c'est un peu la paire d'as, quoi. La petite dernière carte qui te permet, OK, il n'y a que le prix qui nous empêche de travailler ensemble, bah boum, j'active l'OPCO en mode, bah écoute, tu as ce problème, j'ai cette solution, clac, parfait, on commence, tu vois. Donc, Ok. ouais. Et après, j'ai eu CPF, qui est les démarches administratives qui sont x10 par rapport au Calliope limite. Alors après, une fois que tu as le CPF, les dossiers, bah, quoique si les dossiers, c'est avec de l'expérience, j'aurais pris quelqu'un pour déléguer cette partie-là. C'est ce que j'allais te dire. T'as jamais pensé à prendre parce qu'il y a il y a plein de postes qui se sont créés d'assistants, assistantes des organismes de formation qui proposent de gérer une aide à Calliope et au CPF, hein, de gérer tous les dossiers en fait de financement. Non, j'ai jamais vraiment pensé, parce qu'après, c'était, en plus, j'ai jamais été vraiment, enfin, je suis pas administratif du tout. Moi, c'était vraiment le côté vente, en fait. Dans le truc CPF, encore une fois de plus, seul point qui nous empêche de travailler ensemble, oui, OK, CPF, parfait, on y va. Et moi, j'étais vraiment focus sur ma formation. Et il y a deux, trois choses des fois où les feuilles de présence, j'oubliais de signer la feuille de présence, donc j'étais obligé de renvoyer un mail 3 jours plus tard, lui dire: «Ah, t'as oublié de signer la feuille de présence», mais le mec, il est plus du tout maintenant dans le truc, donc il oublie de te renvoyer la feuille de présence signée. Enfin bref, c'était tout un méli-mélo comme ça. Mais j'ai jamais pris quelqu'un. Par contre, j'étais passé par Teach. C'est un logiciel qui permet voilà, de t'aider dans cette démarche-là, Mm, de mm. t'accompagner un petit peu. Donc j'avais pris ça. euh, mais bon, c'était quand même de l'administratif, ça m'embêtait. Donc D'accord. c'est pour ça que j'ai arrêté CPF, c'est vraiment sur le point de vue administratif. Euh, Même si, pareil, en termes de closing, il était de 100%, quoi, quasiment. Après, c'est plus facile à vendre. Bah oui, là c'est pareil, les formateurs qui ont CPF, forcément que ça va les aider à vendre. Et alors, du coup, là, tu as arrêté le CPF. Mm. Donc, tu m'as dit à cause, alors parce que tout à l'heure, on a parlé un moment, tu as vu que tu avais une dépendance au CPF qui était forte, autour de 70% de tes Oui. dossiers. Et Mm. en effet, ça, c'est un risque qui est énorme parce que les règles du CPF évoluent. Des fois, on n'est pas prévenu, ça évolue d'un coup. Hop, il y a les permis de conduire qui sont plus éligibles au CPF, comme ça, du jour au lendemain. Putain, ça change tout le business model des auto-écoles. Il y a la création d'entreprise. Ah bah, du jour au lendemain, pareil, c'est plus éligible, il faut une certif. Et les organismes qui ont tout reposé leur stratégie sur le CPF à ce moment-là, bah, ils se retrouvent entièrement dépendants et du jour au lendemain, ils peuvent fermer carrément l'entreprise. Donc, en effet, la dépendance au CPF, c'est quelque chose qu'il faut mesurer et qu'il faut maîtriser. Moi, je conseille souvent de dire, ouais, 30% de CPF, c'est bien et il ne faut pas plus. Ouais, Parce que je le suis risque d'accord. aussi, c'est de dire, bah, OK, je fais que du CPF parce que c'est beaucoup plus facile, c'est plus facile à vendre. Mais du coup, quand je fais 100% de CPF, j'ai laissé tomber tous mes canaux d'acquisition, j'ai laissé tomber mes méthodes de vente, j'ai tout laissé tomber. Et si demain j'ai plus de CPF, bah, je sais plus rien faire. Et en plus de ça, le problème, c'est tu restes quand même dépendant de quelqu'un. Ouais. C'est Et tu dois rendre des comptes ce qui est normal, hein, parce que c'est quand même l'argent de l'État, donc c'est normal, tu dois rendre des comptes. Mais il faut que tu en prennes conscience dans le sens où tu peux avoir des contrôles, tu peux, en fait, quand tu fais ta prestation, tu es toujours en train de te dire: «OK, faut pas que j'oublie de faire ci, il faut pas que j'oublie de faire ça, faut pas que j'oublie d'enregistrer, il faut pas que j'oublie de l'envoyer du mail, le règlement, le truc, le machin». Tu restes quand même dépendant de quelqu'un. C'est un peu, tu vois, l'État, c'est un peu ton patron, il va te demander des comptes. Et en plus de ça, comme tu dis, bah, il peut du jour au lendemain modifier des choses. Et si en fait tu as misé sur bah, ce cheval-là et que ce cheval-là, il n'existe plus, bah, tu te retrouves dans la sauce, hein. Ouais, complètement. Et Calliope, tu as arrêté aussi Oui, parce que on disait quand même tout à l'heure que bah, tu as bossé avec quelques entreprises. Tu formes aussi quelques commerciaux dans des entreprises, des closers ou des commerciaux.
Euh, c'est, tu- Qu'est-ce qui a fait que tu as aussi arrêté Calliope en fait? Bah, c'est parce que je travaille plus, franchement, l'année dernière, sur allez, 3, 30, allez, sur une cinquantaine de clients, j'ai dû avoir 2 ou 3 entreprises. Ah oui, Donc, d'accord. Calliope, c'était vraiment, je prends Calliope parce qu'il faut Calliope pour avoir le CPF. En fait, Ouais. c'est vraiment NDA, Calliope, CPF. Et même avant, si, ouais, avant le NDA, il n'y a pas un autre truc? Non, Non, c'est ça. immatriculation d'entreprise, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Immatriculation d'entreprise, NDA, Calliope et CPF. Et moi, je voulais CPF pour le personnel. Et au moment où j'ai arrêté le CPF, je dis, bon, bah, j'arrête Calliope en même temps. Parce que aussi, du coup, j'avais la cible, j'avais pas beaucoup d'entreprises. Et deuxièmement, en termes de temps administratif, ça me prenait un peu de temps. Et en Ouais, fait, j'ai. tout dépend, pour moi, la bonne stratégie et les bonnes questions à se poser, hein, c'est ça, c'est de dire, OK, qui est ma cible? Qui est-ce que je veux avoir comme client? Si je veux des solopreneurs, bon, alors il y a quand même les budgets des fonds d'assurance formation, parce qu'en tant que solopreneur, tu cotises, l'URSSAF passe par là, donc tu as un fonds d'assurance formation, tu peux aller réclamer des budgets. Ça peut être le FIFPL, ça peut être le FAFCA, la GFIS, il y a des budgets quand même à aller chercher. Oui, Mais qui sont beaucoup plus faibles que les budgets OPCO. Mais si c'est vrai que ta cible, demain tu dis non, moi je veux former que les commerciaux en entreprise parce que ça m'attire et puis c'est là que c'est ce que j'aime faire, dans ces cas-là, Calliope va être beaucoup plus important. bien sûr. Parce que si tu es en concurrence avec quelqu'un qui est bon aussi comme toi, parce qu'il faut le dire, hein, des personnes fortes et expertes dans un domaine, il y en a beaucoup. Et qui, en plus de ça, lui a les OPCO, pourquoi l'entreprise te choisirait toi et pas l'autre? Tout à fait. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et oui, forcément que c'est un énorme plus, hein, Calliope, on va pas se cacher, hein. Ouais, ouais, Calliope. oui, dans ces cas-là, ça fait la différence avec un confrère, un concurrent. Mm. Et donc, toi, tu as arrêté, ouais, parce que 3 clients sur lesquels tu as activé des budgets OPCO sur 50, tu as dit, OK, le jeu en vaut pas la chandelle, l'effort déjà financier, parce que ça a un coût, Oui, l'effort administratif, OK. Du coup, tu as enlevé les entreprises de ta cible oui. ou ouais, J'ai OK, j'ai enlevé les entreprises de ma cible. Et si la personne, c'est une entreprise et qu'elle veut vraiment travailler avec moi, bah, tu veux vraiment travailler avec moi, ce sera sans Calliope, parce que j'ai pas Calliope, quoi. Donc d'accord. ça, c'est vraiment, je l'ai mesuré. Et comme je t'ai dit, aujourd'hui, j'ai pas de. En termes de lead, ça continue de tomber. Et au contraire, limite, ça m'a, parce que je suis forcément vendeur, ça m'a rechallengé de ne plus avoir cette casquette de Calliope ou CPF derrière, où ça devenait limite trop facile, quoi. Donc, c'est pour ces raisons-là. Mais j'enterre pas du tout Calliope. J'étais vraiment content d'avoir Calliope et le CPF, surtout au départ pour me lancer. Ça m'a vraiment aidé. Maintenant, là, j'en ai plus besoin. Mais si il y a une personne qui me pose la question, est-ce que c'est bien? Bah, comme tu as dit, ça dépend de ta cible. Tout à fait. C'est exactement ça la bonne réflexion. Ça t'a fait peur quand tu as tout arrêté? Un petit peu, un petit peu, parce que, comme je t'ai dit, c'était quand même 70%. Après, plus ça allait, plus je remontais à 50. Mais du coup, je me suis dit, bah écoute, là, si tes taux de closing, machin, il reste tel quel, ou ton chiffre d'affaires, il reste tel quel, bah, sache que si tu n'arrives pas à closer les personnes que tu as closées en CPF, tu perds 50% de ton chiffre d'affaires. Mais c'était un risque que j'étais prêt à prendre et que j'ai pris et qu'au final, ça va bien. Tu te sens plus Mais libre? je me sens plus libre. Mais je me Tu, sens tu- beaucoup plus libre. tu dors Mais mieux? je n'irai pas jusque-là, mais c'est sûr que des fois, je me gratte moins la tête sur l'administratif. Mais par contre, heureusement quand même que j'avais les techniques de vente. Et Ouais, ça, depuis le départ quand même. Je ne vais pas prêcher ma paroisse, mais pour moi, le marketing et la vente dans le business, c'est quand même ultra important. Savoir vendre ton rendez-vous et savoir vendre un rendez-vous. Pour moi, c'est les deux choses super importantes. Et quand je me suis lancé en tant que solopreneur, putain, heureusement que j'ai su vendre le peu de leads que j'avais, hein. Sinon, j'étais dans la sauce. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, le marketing-vente, c'est quand même deux aspects essentiels quand tu es entrepreneur, hein.
C'est clair. Moi, c'est pareil, quand je me suis lancé à mon compte il y a 8 ans, j'y connaissais rien en marketing, j'y connaissais rien en vente, parce que j'ai jamais été commercial, hein. Moi, j'ai toujours été dans l'industrie, dans le technique, dans l'opération. Le marketing, c'est une des premières choses auxquelles je me suis formé. Prise de parole en public, d'abord, et pour être plus à l'aise, à prendre la parole devant des gens que je connais pas. Marketing aussi, je me suis beaucoup, beaucoup formé en marketing. La vente, c'est venu après. D'abord le marketing pour avoir des leads. Hmm. Et une fois que j'avais les leads, j'arrivais quand même à vendre, mais sans faire de technique de vente, en fait. J'étais plus dans l'aide, si tu veux, donc dans la pédagogie presque. Mes entretiens de vente, c'était de la pédagogie. Je commençais l'accompagnement dans, dans l'entretien de vente, quoi. Mais bon, Ouais. ça mettait les gens en confiance. Donc voilà, il y a des gens qui ont dit, OK, j'ai envie de bosser avec toi. Mais je préfère quand même. J'ai vu mes taux de closing augmenter grâce à ton accompagnement, en maîtrisant un peu la technique, en comprenant ce qui se passe dans la tête du prospect, en comprenant aussi qu'on est là pour l'aider à prendre une décision. Tu vois, avant, j'aimais pas trop les vendeurs parce que je trouvais que c'était un peu, pas ingrat, mais un peu de la manipulation. Mais là, maintenant, je comprends mieux que non, la personne, si elle me contacte, c'est que déjà, elle a un besoin. Si elle a pris l'effort de prendre le téléphone pour m'appeler, elle a un besoin, elle a besoin d'aide. Et moi, je suis là pour l'aider à prendre une décision. Donc, si c'est pas la Exactement. bonne décision, je dirais, bah non, là, t'es pas prêt. Là, la cible que tu vises, c'est pas bon. Donc là, Calliope, t'as pas besoin. Je te le vendrai pas. Par contre, si je m'aperçois qu'elle a besoin, bah oui, je vais l'aider à faire le chemin pour qu'elle conscientise et qu'elle prenne la bonne décision. Ouais, c'est exactement ça la vente. Et c'est encore une question de un peu de ratio effort résultat. Si tu as 5 leads et avec les compétences de la vente, tu arrives à doubler ton taux de closing dans le même temps, pourquoi se priver? Ouais, tout à fait. Tout à fait. On va passer maintenant sur la partie perso, Oui, mindset, vie perso, vie pro, parce que depuis qu'on se connaît, on parle quand même pas mal des fois de développement personnel. ouais, Je sais que tu travailles ça de ton côté. Moi aussi, j'y travaille beaucoup parce que moi, je considère que c'est hyper important pour mon bonheur d'avancer, soit dans la spiritualité, soit dans d'aller vers la meilleure version de moi-même. Et le fait de faire ça, ben, moi, ça me fait grandir, c'est important pour moi. Je sais que pour toi aussi, qu'est-ce qui, comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce qui t'attire? hem, je crois, je mets beaucoup de la part depuis que je suis parti en Inde, bah, quand je t'avais dit là, 26 ans, 27 ans, 20, non même pas, 28 ans, j'abuse. Dans un ashram, je suis parti 1 mois dans un ashram. J'ai vécu du coup en Inde, plein milieu de la jungle avec des moines. Ça a changé ma vie. Je me suis pris une claque terrible mais une très bonne claque, hein. Et c'est là où j'ai vraiment, commencé à voir l'importance du développement, personnel et surtout de la spiritualité. Moi, je parle beaucoup de spiritualité, la différence entre la religion et la, spiritualité également. Et maintenant, toutes les choses que je mets en place, la première chose que j'ai mis en place et qui a changé ma vie, c'est la méditation. Et le fait de méditer, et d'être plus présent avec moi-même, ça m'a fait arrêter l'alcool. Donc j'ai arrêté la bon, j'étais pas j'étais pas alcoolique non plus, mais voilà, je me prenais une bonne biture, je pense, par semaine avant, voire même plus quand j'étais en vacances et tout. Et là, en fait, de manière, sans me forcer, j'ai arrêté l'alcool. Heu, donc un bienfait indirect de la spiritualité et du développement personnel qui a pareil, hein, quand tu arrêtes l'alcool, tu vois quand même les effets. Hem Pareil, des détails dans ta vie, des décisions que tu vas prendre qui vont être beaucoup plus, saines et responsables. Et là, depuis peu, depuis le 1 mois et demi, en fait, les moines, quand tu vas dans les ashrams, ils te disent qu'eux, ils arrivent à conscientiser, ils sont tout le temps en méditation. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans l'instant présent. Ils sont jamais dans l'avenir ou dans le passé. Et quand tu es entrepreneur, par exemple, tu as quand même ce truc de: «Putain, il faut que je fasse mon chiffre d'affaires pour le prochain mois, dans 6 mois, dans 1 an, qu'est-ce que je ferai?» machin. Et ça fait des années que j'essaye de travailler là-dessus et là, ça fait 1 mois que j'y arrive. C'est vraiment de tous les jours être seulement dans cette journée-là. Et on appelle ça le karma yoga, en Inde. Karma yoga, c'est te concentrer uniquement sur les actions et non les résultats.
Et Hmm. c'est-à-dire que, OK, je me suis mis forcément un objectif. Maintenant, cet objectif, je l'ai écrit et j'y pense plus. C'est-à-dire que, OK, je sais que pour faire cet objectif-là, il faut que je mette ces actions en place dans la journée et je ne pense qu'à bien faire ces actions-là dans cette journée. Et je pense même pas au lendemain, en fait, de qu'est-ce qui va se passer demain. Je me concentre vraiment sur, je conscientise un maximum à avoir ma présence sur le moment présent, ce qui est super dur, mais Ouais. ça fait 4 ans que j'essaye. Et là, ça fait un mois que j'y arrive. Alors que ça fait 4 ans que je vais en Inde, enfin, que je vais en ashram perpétuel pour être dans ce niveau de conscience qui est compliqué. C'est très, très dur. Moi, je fais aussi beaucoup de méditation. Enfin, beaucoup. J'essaye d'en faire 10 minutes tous les matins, en fait. Mhm. Dès que j'arrive au bureau, ça fait partie de mon rituel. Je me mets 10 minutes de méditation. Alors, au début, je faisais la méditation guidée, t'es aidé, puis après, bah, t'as plus besoin. Mais, alors moi, ça me fait beaucoup de bien, en effet, parce que déjà, dans la journée, ça me permet de voir mes pensées, mes schémas, mes mécanismes, des trucs qui tournent en rond. Et puis, à force de faire de la méditation, ben, on les voit en fait. On dit, ah, t'es encore rentré dans un truc là négatif, allez hop, j'en veux plus. Donc, déjà de faire le tri un peu dans ses pensées. Déjà de voir les pensées, toutes les pensées qui arrivent. Enfin, on voit pas tout, moi je vois pas tout au quotidien, mais j'ai quand même des moments de lucidité, on va dire, de faire le tri dans les pensées, d'avoir les idées plus claires aussi. Je sais qu'une fois que j'ai fini ma médite, quand j'attaque ma journée, je commence par ma to-do list en me disant, bah voilà ce que je dois faire aujourd'hui. Tac, c'est posé, c'est calme. J'ai les idées, enfin, ça arrive tout seul. Donc ça m'apporte aussi beaucoup de bien. Par contre, tu vois, moi je vois que je suis beaucoup dans le futur, toujours. Je suis très peu dans le passé, mais beaucoup, beaucoup, genre dans l'anticipation, la planification. En Ouais, projection, ouais, pour moi, c'est extrêmement difficile de rester dans le présent. Ouais. c'est très très dur. Mais Mm. en fait, c'est ce qu'on appelle dans la spiritualité, justement, c'est avoir la foi en l'avenir. Et si tu as la foi dans l'avenir, tu sais que, entre guillemets, ça va bien se passer et que si tu mets les actions encore, il ne faut pas non plus être dans la paranoïa parce que c'est pareil, dans les ashrams, j'en vois des fois, Dieu va me donner ci, il va me donner ça. Mec, si tu fais rien, si tu mets pas d'action en place, Dieu, il va rien te donner. Tu es créateur de ta vie, tu peux créer la vie que tu veux, mais il faut que tu mettes des actions en place, sinon il va rien se passer. Eux, ils pensent vraiment aux pensées, paroles, action. En fait, c'est ces trois choses-là qu'il faut que tu mettes en place. C'est comment je pense, donc ce que tu disais, les schémas quels les schémas mentaux, est-ce que c'est plus de la peur ou de l'amour? Pour eux, il y a vraiment deux sentiments. Est-ce que c'est l'amour? L'amour va t'amener que des bonnes choses, et la peur en fait, t'attire ce que tu penses. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, tu attires ce que tu penses dans le sens où, comme tu penses ça, tu vas parler à voix haute ce que tu penses et tu vas Ça va mettre les se, ça va se concrétiser. Ouais. exactement. Et donc, eux, ils disent vraiment, il faut apporter beaucoup de conscience dans tes pensées. Qu'est-ce que tu penses? Ensuite, dans tes paroles, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis, euh, putain, aujourd'hui, je vais tout déchirer? Ou alors tu te dis, putain, mais quel débile je suis, par exemple. Bah, ça, c'est super important. Et Mm. ensuite, les actions. OK, tu veux devenir cette personne-là, bah, comporte-toi comme cette personne-là. Et mets les actions en place. Je dis n'importe quoi, je veux devenir youtubeur. Bah, pour devenir youtubeur, Coco, il faut que tu fasses une vidéo par semaine. Bah, commence à faire, comment dire, une vidéo par semaine. Commence à mettre les actions en place pour avoir ce résultat-là. Mais si tu es dans l'énergie d'abondance et d'amour, et ben à ce moment-là, bien sûr que ça va t'aider, enfin, c'est comme ça qu'on pense dans la spiritualité, bien sûr que ça va t'aider à concrétiser ce que tu as envie. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé en termes de développement personnel. Il y a ça, et puis après le sport quand même, hein. Je sais pas ce que tu en Ah, penses, mais ah, si, si, le sport, moi j'en fais aussi pas mal. c'est essentiel. Au moins 3 fois par semaine, je vais nager ou faire du vélo. Et ça, je trouve que ça apprend, le sport, ça apprend la difficulté. Ça donne du courage aussi. Parce que des fois, tu dis, il faut que j'aille faire du sport. Oh, il y a le canapé qui me regarde là. Non, bah, tu as fait le choix difficile d'aller faire du sport. L'estime de soi. Parce que tu as réussi à faire des choix difficiles. Parce que tu as réussi à dépasser des objectifs ou à aller faire quelque chose du vélo pendant 100 bornes, bah, tu as réussi à le faire. Ça a été très dur, tu as failli abandonner plusieurs fois, mais tu as quand même continué. Donc ça amène de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et en tant qu'entrepreneur,
Je trouve que c'est hyper important. Moi, j'ai eu une période, là, fin 2025, où j'ai pas fait de sport pendant quasiment 3 mois. Je m'étais un peu blessé, puis j'avais un peu la flemme. Donc, j'ai eu une période de 3 mois où j'ai vu qu'au boulot, c'est pareil. La motivation, elle était énormément tombée. Là, depuis que j'ai repris, j'ai la pêche. Je vais au boulot, bah, les tâches que j'aurais pu procrastiner, je dis, bah non, bah tac, je l'ai fait, tac, c'est parti. Ouais. Beaucoup plus de motivation, de courage, et la to-do list à la fin de la journée, elle est finie, quoi. Alors, en fait, ça, en plus, enfin, c'est scientifiquement prouvé, où le fait d'entraîner le cortex préfrontal, qui est un peu comment dire, la partie du cerveau de la discipline, de savoir faire les choses, de se mettre dans l'effort. Et quand tu fais du sport, justement, tu n'es pas perpétuellement, mais presque dans le fait de, OK, j'ai pas la motivation d'aller au sport aujourd'hui, mais j'ai la discipline de le faire. Et le fait d'avoir la discipline et de dire à ton cerveau, Coco, c'est pas toi qui décide, c'est moi, et de le faire et à la fin de se dire, putain, qu'est-ce que je me sens bien, bah forcément que dans le sport, tu vas entraîner ton cortex préfrontal comment dire, où t'appartient à toi de faire les choses. Forcément que dans ton business, ça sera la même chose. Ça va avoir des répercussions dans ton business où tu vas dire, oh, j'ai la flemme de poster aujourd'hui. Mais en fait, je ne te demande pas si tu as la flemme ou pas. Il faut Fais-le. le faire. Fais-le. Fais-le. Comme Nike, just do it. Voilà. Fais les Regarde. choses. Moi, j'ai ma to-do list de ma journée. Bah, à la fin, ça doit être barré, terminé. Il n'y a pas de... Il y a pas le Voilà. choix. Il n'y a pas le choix. Et si tu n'as pas réussi à faire toute ta to-do list, il ne faut pas non plus tomber dans le truc paranoïaque en mode je suis nul, je suis un loser parce que j'ai pas réussi ma to-do. C'est pas grave. Mm. C'est là où il faut avoir aussi ce côté un peu bienveillant sur soi-même et de se dire c'est pas grave, je le ferai. Ce qui n'a pas été fait aujourd'hui sera fait demain. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Ouais, ouais. Mais le but, c'est quand même d'avancer. Ouais. Mm. Je suis bien d'accord. Je regarde l'heure, je sais que tu as un rendez-vous là dans 2 minutes. Euh, Donc, si on fait un petit récap, Ézéchiel, de notre échange, déjà merci, hein, parce que c'était très intéressant. non, merci à toi. Euh, donc, l'importance de marketing, être capable d'aller chercher ses leads, donc se former. Toujours, Ouais, quand on est formateur ou solopreneur, ben, c'est une compétence qui est nécessaire. La vente, pareil. Être capable de vendre son offre, c'est ça qui va être. Quand on a les techniques et la formation pour, ben, on est capable de mieux faire. Développement perso, très important. important. Moi aussi, je considère que c'est hyper important pour avancer, pour grandir, mais c'est aussi en lien avec le business. Calliope CPF, important pour le démarrage, mais enfin pour le démarrage, non, ça peut être important tout le temps, suivant la cible. Si on vise une cible qui peut avoir accès à des financements, alors oui, Calliope, c'est utile. Si on vise une cible qui n'a pas forcément accès au financement, dans ce cas-là, inutile. Oui, c'est un gros plus. Faut le noter. Un gros plus, mais il ne faut pas être dépendant. Ouais, Attention à la dépendance. oui, c'est ça. Attention à la dépendance, tout à fait. Et le sport pour rester motivé. Sport, spiritualité. Moi, je pense toujours esprit, corps et business. C'est les trois piliers de ta vie où il faut être sain dans ces trois piliers-là. Et si dans ces trois piliers-là, et dans l'esprit, je pense aussi à la famille, les amis, tout ça. Si sport, business et le côté esprit, mindset, environnement, c'est good, bah, tu as une vraie vie, quoi. Enfin, tu as une belle vie. C'est belle. C'est important. Bon, ben, je te remercie, Ezekiel. Je te dis à très bientôt. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. Et puis nous, on se dit à très vite. Ouais, comment on dit au revoir en japonais? Ça dépend. On peut dire matane, là, par exemple. Matane. Ou Jane. Salut. Salut, ciao.